85% des boîtes qui échouent, c'est pour des enjeux de recrutement. On va aller chercher vraiment celui qui a, selon nous en tout cas, la bonne expertise et le bon mindset. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de missions. À chaque fois qu'on fait un entretien, on lui dit tu dois t'entendre avec Sophia. Sophia, c'est la tour de contrôle. Et comment on fait pour recruter un bon recruteur ? Le marché des talents, il est ce qu'il est, c'est qu'il n'y en a pas assez. Pour moi, le recrutement, c'est l'art de faire parler les gens. C'est tout. Bienvenue à tous dans cet épisode d'Hypergrowth Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophia, Jérôme et Alex, 3 fondateurs du cabinet de RPO La Draft. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun votre tour et puis expliquer derrière ce qu'est La Draft ? Alors non, pas honneur aux femmes. Honneur aux dames. Honneur aux femmes. Je crois que tu dois y aller, Sophia. Vas-y, je t'en prie. Sophia, donc une des cofondatrices de La Draft. Du coup, moi, j'ai 8 ans d'expérience dans le recrutement. Donc le recrutement, c'est mon métier de base. Et je suis entrée dans l'entrepreneuriat en 2020 via le prisme du RPO. Par la suite, j'ai rencontré Alex qui a eu l'idée du RPO, qui m'a amenée dans l'aventure. J'ai rencontré Jérôme et on a lancé La Draft en 2020. Voilà. Moi, personnellement, background recruteuse, industrie, grand groupe chez General Electric. J'ai commencé par recruter des ingénieurs en région IMIA. Et par la suite, j'ai eu une expérience start-up chez Blablacar. Et c'est ensuite qu'on a commencé La Draft. Ok, trop bien, merci. Alex ? À mon tour, ok. Ouais. Moi, Alex, donc 20 ans d'expérience dans le recrutement, 13 ans en cabinet, 3 ans en entreprise. Et là, du coup, on est dans notre 5e année chez La Draft. Donc, effectivement, notre corps modèle, c'est le RPO et on pourra en parler plus longuement tout à l'heure. Mais modèle auquel je crois énormément aujourd'hui, parce que j'ai été en cabinet, j'ai été en entreprise. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était un modèle qui était le plus flexible, en tout cas, pour les clients. Pour les aider à recruter. Et voilà. Et puis sur mon cheminement, j'ai pu rencontrer Sophia en 2017 et Jérôme en 2019. Et tout de suite, voilà, j'ai senti que ça pouvait être mes futurs associés dans cette aventure du RPO. Et puis voilà, on est dans notre 5e année et on est ravis de poursuivre cette aventure ensemble, quoi. Ok, trop bien. Au final, Jérôme, donc j'ai un parcours un peu particulier par rapport à mes 2 confrères. Moi, j'ai un background plutôt ingénieur à la base. En réalité, je viens d'école d'ingénieur. J'ai poursuivi ma carrière plutôt en ESN. Donc dans des postes plutôt business manager et évolution. Donc, qui sont plutôt des postes orientés business, orientés recrutement, orientés gestion. Donc, j'avais vraiment les 3 casquettes. Et c'est lors d'une expérience commune avec Alex, donc je l'ai rencontré. C'est là qu'il m'a parlé du RPO. J'ai vu dans ses yeux qu'il y croyait assez fort pour le coup. Donc il m'a embarqué là-dedans et j'ai rencontré Sophia que je ne connaissais pas. Okay. Le lien s'est tout de suite fait. Voilà. Ok, trop bien. En vrai, on va en profiter maintenant que le décor est planté. Jérôme, dans les questions que j'avais posées en amont, parce que du coup j'ai un petit questionnaire que je fais remplir un peu à tout le monde. Toi, je demande quel est le chapitre 1 et toi tu as répondu l'appel du jeu. Ouais. Je trouve ça intéressant, je vais revenir sur chacune de vos réponses. Mais du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par l'appel du jeu ? Est-ce que l'entrepreneuriat veut dire jeu d'une certaine façon pour toi ? Alors déjà, merci pour le questionnaire. Parce que c'était une grosse galère. On a un peu galéré, ouais. Pour répondre à toutes les questions très, très franchement. Alors, j'ai mis l'appel du jeu parce que moi, j'ai été éduqué plutôt dans la compète, à la base, via le sport, simplement. Donc, j'ai notamment mon père qui m'a fait jouer à plein de choses. Okay. Et je voulais gagner quand j'étais petit, réellement. Et je pense que ça s'est un peu ressenti aussi plus tard dans peut-être ma personnalité ou ma carrière. Donc j'ai mis l'appel du jeu parce qu'effectivement, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un jeu auquel on a tous envie de gagner. Pour le coup, un jeu collectif, je pense, à 3. C'est pour ça que j'ai répondu ça. Ok, ok, trop bien. Sophia, tu disais exploration. Ouais. Dans quel sens, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? On ne connaissait pas ta réponse. Ouais. Ça vous étonne ou pas ma réponse ? Exploration. On attend que tu expliques. Ouais. Je te dirai après. Exploration, parce que ça, en fait, tout mon parcours n'a pas été une évidence pour moi. À chaque étape, je me suis posé des questions. Et à un moment donné, donc école de commerce, école RH, et à un moment donné, je me suis demandé, mais où est-ce que tu vas ? En quoi t'es bonne ? Qu'est-ce qui t'intéresse naturellement ? Et c'est là où, du coup, je me suis
me suis embarquée dans la RH. Donc, le côté exploration, vraiment commencer par école de commerce, ensuite RH, ensuite quelques expériences à l'étranger. Et parce que aussi, du coup, quand Alex m'en a parlé pour la première fois, moi, je savais pas du tout ce que c'était que le RPO, donc l'exploration à fond. Qu'est-ce que c'est alors, RPO et aussi tout le côté entrepreneuriat. Parce que moi, du coup, j'étais un peu baignée dedans par mon partenaire à l'époque, qui était à fond entrepreneur. Mais mis à part ça, c'était pas un domaine que je connaissais énormément. Donc, j'ai beaucoup regardé The Family, c'est l'époque où justement The Family se lançait. J'ai regardé toutes les vidéos à fond. Donc, je connaissais un petit peu, mais voilà, j'explorais en gros quelques domaines différents. Et puis, après, tout a convergé à un moment donné. Entre la rencontre avec Alex, le recrutement, le RPO, l'entrepreneuriat. Et en fait, je me rends compte que je touchais déjà un peu à tout, de loin. Et puis, à un moment, tout a convergé d'un coup. Ok, trop bien. Voilà. Synchronisation parfaite pour... synchronisation. Ok. Et toi, du coup, tu disais, tu te rappelles ce que tu as répondu ou pas, Alex? Le réveil. Ouais, exactement. Ok. Ouais. Okay. Écoute, moi, c'est simple, c'est que moi, durant ma jeunesse, les études, etc., je me suis laissé un peu porter par le vent sans vraiment me définir de direction. Bon, après, tu me diras, étant jeune, on connaît peut-être pas notre direction tout de suite, mais je suis arrivé, enfin, j'ai fait des études universitaires et puis je suis arrivé en licence et il fallait un stage pour valider la licence. Et je me suis dit, écoute, là, tu as 21 ans, faut peut-être savoir vers quoi tu veux te diriger. Et j'ai fait un point très rapide sur moi-même en me disant quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Et en fait, moi, j'adore communiquer. Et je me suis dit, soit je deviens commercial ou soit je m'intéresse à savoir ce qui est en fait à la racine de toute entreprise, donc le capital humain. Et je voulais savoir comment on recrutait le capital humain, puis ensuite comment on le développait au fur et à mesure des années lorsqu'ils intégraient des sociétés. Et là, je me suis dit, j'aimerais bien apprendre à recruter. Donc, je me suis mis à la recherche d'un stage. Et là, je vois une annonce où on dit chasse de tête, cabinet dans le 92 à Sèvres. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas. Enfin, en gros, on va débaucher des gens. Je me suis dit, ça se fait vraiment ce truc-là et tout. Et j'étais vraiment super curieux. Et du coup, moi à l'époque, je vivais chez mon oncle. On était au fin fond du 9-3. Le stage était à Sèvres. C'était à 1h30. Du coup, je réponds. On me dit OK pour un entretien. J'y vais. Et ça se passe super bien. J'arrive à convaincre ma future maître de stage, en gros. Et l'aventure a commencé en 2003. Et depuis, j'ai jamais quitté le métier. Et puis maintenant, ça fait 20 ans, donc pas mal d'heures de vol au compteur. Et puis aujourd'hui, après 20 ans, c'est aussi le moment de la transmission pour moi. Donc du coup, je partage avec les associés, avec nos consultants. Et puis voilà, puis ça fait 5 ans que c'est du pur plaisir, quoi, du pur bonheur pour moi, quoi. Ok, trop bien. Voilà, donc le réveil un peu tard, mais que je regrette pas. Voilà. Ouais, mais il est là, c'est le principal. C'est ça, exactement. Est-ce que vous pourriez expliquer du coup un peu ce qu'est le RPO pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas? Qu'est-ce qu'est concrètement le RPO? Qu'est-ce que c'est les différences avec les méthodes traditionnelles, on va dire, de recrutement? Et pourquoi vous avez choisi ça aussi, du coup? Ok. Bon, je me lance. Allez. L'origine. Oui, je suis obligé maintenant. Le point commun entre nous. Vas-y. Alors du coup, le RPO, déjà, c'est l'acronyme pour Recruitment Process Outsourcing. Donc en français, c'est externalisation des processus de recrutement. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de détacher un consultant ou une consultante en recrutement chez un client pour répondre à des besoins de recrutement ponctuels chez un client. Donc c'est vraiment pour les aider en fait à recruter à l'instant T de leur vie, de leur croissance, etc. Donc les raisons pour lesquelles les entreprises font appel à ce modèle, alors si je prends le cas de la draft, 70% du temps, c'est parce qu'il y a des pics d'activité. Ça veut dire que les sociétés ont décroché des gros contrats, ils sont en pleine croissance, ils sont en train de créer des nouvelles business units, etc. Donc là, tu as un pic d'activité. Donc ça, c'est 70% de notre modèle aujourd'hui. On détache des consultants qui viennent faire des campagnes de 10, 15, 20, 30 recrutements, voilà, selon les modèles. Et après, les 30 autres pourcents, on est plutôt sur, alors lorsque la fonction recrutement n'est pas existante ou pas suffisamment mature pour absorber la charge. Donc c'est là où le consultant vient soulager... vient poser les premières pierres de la fonction recrutement. Donc, il participe à des recrutements stratégiques
chez le client, et puis il pose les premières pierres de l'édifice de la fonction. Et puis les autres cas, c'est soit un remplacement de congé maternité, il y a aussi, alors j'aime pas le mot, mais c'est un patch, c'est-à-dire qu'un client est en train de recruter un recruteur en CDI ou un responsable du recrutement. Donc le temps que la personne arrive, tu vois, le préavis, etc. Donc là, tu mets un recruteur qui va venir gérer les premiers recrutements, et lorsque le CDI arrive, il y a une transition qui est faite, et puis Ok. ensuite le consultant la draft quitte, sort contractuellement, quoi. Mais donc aujourd'hui, c'est une solution qui est encore adressée par le marché de manière un peu temporaire, c'est-à-dire pour venir combler, on va dire, un besoin à un instant T, ou est-ce que c'est quelque chose qui est amené justement à... Pas que. Pas que. Alors, je réponds à moitié à la question, mais il y a aussi une notion de pénurie. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans lesquels nous, on surperforme très clairement l'industrie aujourd'hui, particulièrement nucléaire. Parfois, un client peut te dire aussi, je ne trouve pas. Ok. Mon équipe est là, elle ne trouve pas. En fait, on a des recruteurs, alias peut-être chasseurs. Les offres d'emploi ne donnent rien. Il faut aller le chercher. Comment on fait? Plusieurs choses. Tu n'as parfois pas les outils, simplement. Donc, il faut les apporter. Tu n'as pas la bonne personne. Parfois, alors je pense à des cas très très compliqués, des gens très peu visibles, des soudeurs, des chaudronniers, des techniciens. C'est très compliqué. Il faut du réseau. C'est souvent du bouche à oreille. Donc, il faut le réseau... nous connaissons notre réseau qui va nous amener ce réseau-là, quelque part. Ou sinon, nous y aller directement, mais ça prend un peu plus de temps. Donc il y a parfois ça qui vient en jeu aussi. On n'est pas que sur du volume. Parfois, on peut mettre, je dirais 5-6 mois pour trouver 8 profils. Mais si la société ne les trouve jamais, ça ne fonctionne pas, si tu veux. Donc en gros, on peut patcher là aussi, dans ce cas-là. Ok. Donc il y a vraiment deux... à l'intérieur du RPO, il y a vraiment le modèle... on veut faire tampon à un instant T parce qu'on a des besoins, etc. Enfin, c'est surperformance, tout ce que tu décrivais. Mais il peut y avoir aussi ce... on ne trouve pas, tout simplement, on ne trouve pas. Donc, on a besoin vraiment d'une expertise hyper spécifique. Et vous, du coup, c'est Exactement. l'industrie, majoritairement, c'est ça? Exactement. C'est ça. Ouais. Alors, la chasse dans le secteur de l'industrie. C'est ça. Comme disait Jérôme, tu as aussi des équipes qui sont déjà construites, où tu as une armée de recruteurs, mais qui vont soit pas avoir le temps, soit pas les compétences. Et justement, c'est là où on intervient. Ok. Et pourquoi avoir choisi l'industrie, du coup? Écoute, nous, c'est... De notre background, Ouais, déjà. de notre background. Déjà, avec Sophia, on vient de chez GE, General Electric. Donc, ça a été le premier gros pas dans l'industrie. Après, moi, dans mon passé dans le cabinet, j'avais déjà travaillé aussi avec des acteurs industriels. Mais aujourd'hui, moi, je pense qu'on cherche à avoir un impact. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est... Enfin, on le voit dans tous les médias. Aujourd'hui, la France a besoin de se réindustrialiser. On perd beaucoup de... Enfin, il y a des métiers... Enfin, on a perdu 50-60%, je crois, des métiers industriels en l'espace de 5-10 ans, ce qui est énorme. Donc aujourd'hui, je pense que moi, c'est vraiment... En tout cas, moi, c'est un objectif de me dire aujourd'hui, il faut intéresser la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a un marché des talents qui est là, mais il suffira pas. Donc du coup, il va falloir planter la graine plus tôt chez les jeunes ingénieurs, etc., semer, récolter, et ça prend du temps. Il y a le marché des talents et aussi des... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je crois qu'il y a entre 70 et 80 sites industriels qui ont fermé ces 3-4 derniers mois. Et donc, il y a des gens qui peuvent aussi être reconvertis dans certains secteurs. Enfin, moi, je pense au nucléaire, parce que nous, ça fait 5 ans qu'on y est. Le nucléaire, c'est 100 000 recrutements d'ici 2033. Donc le terrain de jeu, il est juste énorme, quoi, tu vois. Donc nous, je pense qu'on a eu un coup de bol, on est tombé dedans il y a 5 ans. Notre ancien CEO est venu nous chercher parce qu'il est devenu VP digital de Framatome, pour ne pas le citer. Et l'aventure, elle a commencé comme ça. Et je me souviens avec Jérôme, je crois que le VP nous a dit, je vais vous ouvrir les portes de l'ingénierie, de la technique chez Framatome. On a fait un premier call avec une RH. Elle m'a dit, je veux des soudeurs, des chaudronniers, des usineurs. Même les intérims n'y arrivent pas. Alors moi qui viens du middle top management, j'ai tiré un peu la mouche et je regarde Jérôme, je fais c'est faisable ça Et Jérôme me fait t'inquiète, j'ai fait. Il me fait c'est galère mais on va faire. Et puis on s'est dit là c'est aussi l'occasion de mettre un peu l'ego de côté, tu vois, et de se dire bah vas-y on y va. Et puis en fait ça s'est super bien passé et puis ça fait 4-5 ans qu'on est avec ce client, quoi. Alors, moi personnellement, historiquement c'est mon diplôme. Ok. Donc c'est sûr que quand j'exerçais en tant que business manager, j'avais beaucoup de candidats, si tu veux, qui me disaient par des RH, mais ils ne comprennent rien. En fait, venant de là, si tu veux, le logiciel qu'il a utilisé, je l'ai utilisé aussi. Alors, dans mes études, encore une fois, pas à titre forcément pro, mais donc dans l'idée, je comprenais un peu plus. Donc j'ai plus de facilité à les attirer, donc plus d'affinité. En tout cas, de base, ayant fait un diplôme RH traditionnel. Deuxième chose, c'est vrai que Alex l'a un peu dit, mais alors l'usine, c'était je mets mon CV sur la pile,
Et les RH t'appelaient, c'est ça historiquement, hein, réellement qui se passait, à mon avis. Donc il y a aussi un côté, alors je ne peux pas dire préhistorique, hein, c'est pas le cas, mais il y a un côté un peu à l'ancienne quand même. On n'est pas dans les startups, très clairement, dans l'agilité, etc. Donc il y a ce côté aussi qui nous attire, où on se dit on peut apporter notre patte, simplement, sur des méthodes de chasse traditionnelles claires, dans un monde dans lequel c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Ouais. D'où le fait qu'on est attiré par les sociétés un peu plus complexes, normées. Donc on parle de nucléaire, mais ça pourrait être de la pharma, l'aéro, l'auto, de ce monde-là, quoi. C'est ça. Ok. Et pour faire un petit peu d'histoire, le RPO, c'est un modèle américain. À la base, c'était dans les années 90. Hein. Et c'était la Silicon Valley, etc. Et donc, du coup, tu avais les IBM, les HP et tout ça qui, en fait, ils mettaient le focus sur des compétences techniques spécifiques. Et donc, ils ont commencé à avoir beaucoup de volume. Et c'est là que le RPO a commencé à se créer. Mais ça s'est exporté bien, bien plus tard en France, quoi. C'est arrivé début des années 2005, 2010, tu vois. Et puis, ça a explosé en 2015 parce qu'on est devenu une startup nation, levée de fonds à volo. Donc, les startups sont plus, comment dire, plus réceptives au modèle. Ils connaissent mieux le modèle. Et nous, c'est vrai qu'on est parti à contre-courant. On est parti dans les industries où il y a du volume. Ils connaissent pas le modèle. Donc, du coup, déjà, il y a un travail d'éducation parce que le réflexe des sociétés un peu à l'ancienne, c'est les cabinets. On fait appel au cabinet. On a des besoins spécifiques cabinets. Et en fait, nous, on leur explique que s'ils ont du volume et qu'ils ont du mal à chasser, en fait, le RPO est la solution. Donc, c'est vrai que nous, on prend du temps à éduquer, donc il faut tester le modèle et une fois qu'ils sont convaincus, voilà, c'est là que l'histoire s'écrit. Ouais, parce que finalement, le cabinet, c'est plutôt. Enfin, ils sont moins peut-être à l'aise pour traiter du volume au final. En cabinet de recrutement, c'est plus spécifique, non? Ou pas forcément? Ouais, alors c'est aussi pas la même approche. Je pense qu'on peut en profiter pour parler aussi d'un autre côté du RPO, c'est que quand on fait appel à du RPO, on fait aussi appel à du conseil et donc de l'expertise, mais aussi du conseil et du temps qu'auraient pas forcément des recruteurs internes. Mais du coup, on a vraiment une personne qui est dédiée à nos recrutements, à notre campagne. Donc c'est très différent des cabinets classiques, parce que du coup, quand on fait appel à un cabinet, c'est un peu le consultant qui est dispo, qui a lui déjà 5 et plus clients, donc un client parmi tant d'autres, et qui va de temps en temps sourcer et envoyer les bons profils. Là, c'est vraiment une personne dédiée full-time aux clients. Et Donc, puis il n'y a pas la même relation. Tu suis pas la cuisine interne aussi qui se passe dans un cabinet, alors que plus chez vous, d'une certaine façon. Il y a plus de traçabilité, entre parenthèses, sur le process, non? Exactement. C'est ça. Mais c'est ce que dit Sophia, en réalité, quand tu donnes un besoin à un cabinet, tu sais pas où est ton besoin. Oui. Pas où il est. Et quand tu comprends la logique financière d'un cabinet classique, hein, un poste à 30K et un poste à 82K, la fourchette c'est généralement 15-25%, tu vas faire travailler sur lequel, toi? Oui, c'est une question. Ouais. Donc tu sais pas. C'est pas la même approche. Une personne dédiée, c'est une personne à qui tu peux t'adresser, qui cherche des solutions pour toi et auquel toi, en tant que client, à qui tu peux parler aussi. Ouais. Alors, moi, j'avance de mon côté, elle va de ce côté, donc on parlera après, j'imagine, mais pas la même relation. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu dis, nous, chaque consultant qui est passé passe une période d'onboarding chez le client. Donc il doit aller palper l'ambiance, prendre la température, serrer les mains des bonnes personnes, etc. Enfin, se faire identifier. Tu vois, donc ça, c'est primordial pour la réussite du RPO, quoi, lorsqu'on le place chez le client, quoi. Donc c'est important. Comme ça, tel qu'on en parle, j'ai l'impression que vous arrivez pile au bon moment, parce que vous arrivez en période Covid, au final, où le télétravail explose d'une certaine façon. Donc c'est plus agréable aussi. Enfin, c'est moins, il y a moins de contraintes qui auraient pu avoir avant dans les grands groupes, à avoir des gens qui bossent pas directement dans les bureaux, puisque vos consultants bossent pas directement dans les bureaux de la boîte. Ils y vont, mais c'est ponctuel. Ouais. Ça reste très ponctuel. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé en 2020, les consultants, ils étaient partout en France. Hein. C'était assez rigolo parce que le premier réflexe, on s'est dit tous les trois, baisse d'activité. Pas cool. Mais en réalité, même les clients parfois nous disaient, mais vous rigolez, ils sont tous chez eux. Ouais. Ils sont tous en réflexion. Et c'est là où il y a beaucoup de monde qui a changé de voie aussi, hein, ça a un peu tourné. Donc c'était presque un avantage. Finalement, pour nous. Mais en fait, il n'y a pas de règle. On s'adapte vraiment au contexte du client. Si le client a plutôt une politique à se dire, moi, je veux que mes recruteurs ils soient tous les jours sur site, qu'ils soient parmi mes équipes, dans les mêmes bureaux, dans les mêmes locaux, c'est OK. Enfin, on a des contrats aussi comme ça où on a des consultants qui sont sur site tout le temps. Donc, en fait, il n'y a pas de règle. C'est vraiment comme... on s'adapte vachement au contexte du client. Du client, c'est ça. Ouais, mais comme c'est super flexible et que c'est
outsourcer, entre parenthèses, c'est hyper pratique parce que c'est vraiment du sur-mesure, quoi, au final. Ouais, exactement, du Exactement. sur-mesure. Ok. C'est exactement ça. Tout à l'heure, tu disais le RPO, c'est plutôt un modèle de start-up, Alex, mais au final, nous, on s'est plutôt dirigé vers le pas traditionnel, mais grand groupe industriel, quoi. Ouais. Vous l'avez fait plus par opportunité, non, du coup, parce que est-ce que c'était vraiment par... Enfin, je pense que les opportunités ont matché le cœur, entre parenthèses, puisque c'est venu avec Framatome, non, c'est ça? Ouais, en fait, c'était un alignement d'étoiles, hein. Ok. Je veux dire, on s'est pas dit, lorsque j'avais parlé du RPO à Sophia et Jérôme, j'ai pas dit on va faire de l'industrie. Oui, Tu voilà. vois. Je savais juste que les startups étaient friandes. Sophia, qui était chez Blablacar, on a consommé, entre guillemets, la société en a consommé. Et elle m'a dit, ouais, le RPO, ça marche, quoi. C'est hyper intéressant. Et non, nous, c'était vraiment par opportunité. Et puis l'actualité faisant, bah, on s'est dit, ouais, c'est là où est, enfin, notre place est là, quoi. L'industrie nous connaît pas, mais on va devoir évangéliser notre modèle et puis leur prouver que ça marche. À partir du moment où il y a du volume et que ça demande de l'expertise de chasse, parce qu'avant, le recruteur, moi, quand j'ai commencé dans les années 2000, on avait l'image du recruteur qui postait une annonce et qui attendait, tu vois, c'était le post and pray, tu vois, on appelait ça comme ça. Et aujourd'hui, non, hein, le recruteur, c'est un couteau suisse. Hein, il source, il préqualifie, il évalue, il suit, il onboard. Enfin, il fait du branding aussi, tu vois, parce qu'on parle beaucoup de l'expérience candidat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché est devenu très candidat-centrique, comme on dit. Donc aujourd'hui, il faut savoir séduire ces candidats-là. Et ça passe par des compétences. Et ça, le RPO offre tout ça, tu vois. Et moi, je pars de l'idée que le recruteur, il doit avoir des prédispositions, tu vois. Le recrutement, ça peut pas s'improviser, quoi. Ouais. La personne doit avoir des prédispositions de curiosité, de communication, d'intelligence situationnelle, émotionnelle, etc. Donc, c'est un métier qui a évolué dans le bon sens. Et puis, moi, sur 20 ans, j'ai vu l'évolution. Et puis, là, on est en plein dans l'IA. Donc, je vois encore des évolutions. Mais ouais, en tout cas, moi, je crois dur comme fer que le RPO... c'est le modèle pour recruter. Il y a certains confrères qui disaient ah ouais non le RPO on va arrêter etc. Mais en fait c'était juste parce que le marché n'était pas bon. Tu vois. Enfin je veux dire toi si demain Hypergrowth décolle et que tu dois recruter 20 personnes, tu prends un cabinet, ça va te coûter pardon, les yeux de la tête, mais le RPO, il te sera dédié, il sera exclusivement dédié à ta société, et puis il va t'accompagner jusqu'au dernier, quoi, jusqu'au recrutement du dernier. Donc il y a cette flexibilité et cette exclusivité qui fait que le RPO, pour moi, c'est l'offre du marché, quoi. Ok. J'ajoute une dernière chose, hein, parce que là on a parlé des avantages du RPO. Donc la flexibilité, comme l'a dit Alex, l'agilité, mais il y a surtout économiquement. Et en réalité, c'est pourquoi ça marche et pourquoi nous on y croit aussi, c'est win-win. Ouais. C'est win-win. On envoie des rapports que Sophia fait à nos clients en disant vous avez économisé de temps. Ouais. À la fin, c'est ça qu'on dit à un client. On lui dit voilà, tu as 20 personnes à recruter. Si tu étais passé par un cabinet, tu aurais payé tant. Et lui, regarde la facture et très rapidement, c'est centaines de milliers d'euros, hein, ça se joue à du volume. Donc c'est là où c'est win-win. Ouais, ils comprennent. Donc on est super content aussi de leur faire économiser de l'argent en faisant mieux. C'est ça l'idée aussi. De toute façon, le concept un peu du podcast, c'est justement de traduire un peu des modèles de business qui fonctionnent bien et qui créent des cercles vertueux. Et moi, ce que j'aime bien dans votre modèle, c'est que justement, j'ai l'impression que c'est vraiment un cercle vertueux pour moi. C'est on gagne, les clients gagnent, tout le monde gagne. Et oui, c'est ce que je comprends. Là, c'est que concrètement, c'est... Ouais, c'est pour ça que je dis c'est tripartite, quoi. Vous gagnez, c'est intéressant. Le business se développe trop bien, les clients gagnent et les consultants au milieu gagnent aussi. Exactement. C'est assez hallucinant, mais au tout début, c'est qu'on prospectait même pas. Ça venait tout seul. C'est les clients qui nous recommandaient à d'autres clients. En nous disant quelque part, regarde, j'ai trouvé un truc comme si dans la bonne affaire. Ouais, voilà, la bonne affaire. T'as trouvé finalement. J'ai un tips. J'ai un objet. C'est les soldes. Il marche super bien. Bah tiens, je te refile quelque part le tips. Et en fait, au début, c'est venu comme ça. Donc on a 3-4 clients en disant, bah voilà, en fait, faites ça. Apparemment, paye moins cher. Ouais, ben on va faire autre chose, hein, mais on va te montrer quand même. Et c'est ça qui est assez hallucinant. C'est au début 2021, pas prospecté pendant 8 mois. Et on avait des super clients, quoi. C'est la meilleure prospection. Qui est engagé aussi. Bouche à oreille, oui. Ouais, il n'y a pas mieux. C'est sûr. Donc on est sur du win-win, ouais. Si on reprend un peu juste la fondation de la draft, du coup, parce qu'au moment où vous le montez, donc ok, vous choisissez le RPO, il se trouve qu'il y a des opportunités, puisque vous avez vu Blablacar aussi, donc des opportunités un peu multi-secteurs, j'ai envie de dire, au tout début. Mais il y a déjà des cabinets d'RPO qui existent. Ouais. Comment vous analysez ça? Est-ce que vous dites vraiment non, c'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde, c'est notre opportunité? Enfin, nous, on veut y aller. Est-ce que...
fait, j'essaie juste de comprendre, est-ce que vous vous dites vraiment, le RPO, c'est l'avenir, on sait qu'on veut y aller et on va y aller avec une méthodologie différente, donc on y va. Ou fondamentalement, en fait, ouais, c'est ça. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui ça te déclic en vous disant, bah, on va le faire, on va faire du RPO, il y a encore de la place, concrètement. Déjà, quand on a commencé, il n'y avait pas énormément d'acteurs. Il y avait des communautés qui commençaient à se créer. Il y avait des cabinets de recrutement qui créaient leurs cellules RPO. Mais ce n'était pas encore hyper connu. Donc oui, clairement, on s'est dit, il y a de la place. C'est un peu la réflexion qu'on a eue tout au début. Et pour la petite histoire aussi, c'est quelque chose qui nous prend vraiment, qui nous a pris vraiment à cœur parce que nous, en tant que recruteurs, on a commencé justement le business et le RPO en nous-mêmes expérimentant le modèle. On ne s'est pas juste dit, tiens, il y a une opportunité business, peut-être que ça peut marcher, on y va, on va chercher des consultants, on va les placer chez nous. En fait, on a commencé en se disant, OK, ça a l'air d'être quelque chose d'intéressant. On peut l'expérimenter nous-mêmes déjà pour voir si ça marche vraiment. Et ensuite, on le développera. Donc du coup, on s'est tous les trois placés en tant que recruteur chez des clients, en tant que consultant RPO. Ok, c'est ça. Et c'est là où vraiment, on a fait plusieurs mois de mission. Moi chez BlaBlaCar, Alex chez Fram, Framatome aussi. Framatome et aussi un peu plus tard chez un autre client. Et à chaque fois, on s'est dit, bah oui, ça fonctionne super bien, c'est un très bon modèle. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé, en étant nous-mêmes consultants RPO. Et après, on s'est dit, OK, on va prendre un peu de hauteur et on va faire appel à des consultants en qui on a confiance pour prendre le relais. Et petit à petit, on a monté comme ça. Ouais, Ok. c'est assez important. Alors, effectivement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on est 3 recruteurs. Ouais. À la base, on a fait ce job-là, on le sait. Donc aujourd'hui, les consultants avec lesquels on travaille, on a fait ce job. Donc on sait exactement comment ça se passe de l'autre côté. Et ensuite, je rebondis sur ce que disait Sophia à la fin. Là, aujourd'hui, on voit beaucoup de collectifs. Nous n'en sommes pas un. Nous ne sommes pas un collectif. Aujourd'hui, nous ne travaillons plus sur des missions nous-mêmes RPO, puisqu'il y a un autre travail derrière dont on va parler, je pense, qui a pour but d'aider les consultants en mission. Mais voilà, aujourd'hui, on n'est juste pas nous un collectif. Le modèle ne peut plus industrialiser. Ok. Tu disais un truc intéressant, je pense qu'on va travailler un peu sur le recrutement en tant que tel. Comment on fait pour recruter un bon recruteur? Parce que du coup, aujourd'hui... Bonne question. Parce qu'aujourd'hui, vu que vous faites plus de RPO, en vrai, ce que j'analyse, c'est qu'effectivement, le meilleur moyen de bien faire un travail, c'est de le faire soi-même. De bien déléguer un travail, c'est de le faire soi-même. Et donc, mais comment vous choisissez, comment vous sélectionnez vos recruteurs, du coup? En fait, on a un process qui est bien rodé, c'est que... On a un process digne de la NASA, apparemment. Ouais, c'est ce que j'ai lu dans un article de Laurent Brouat, qui a créé l'école du recrutement. Apparemment, il a eu un retour, un feedback comme quoi on avait un process digne de la NASA. Ça nous a fait rigoler. Quelque part, c'est vrai, je pense aussi. C'est parce que tous les trois, on a fait le métier. Donc, on connaît les différents jalons, on connaît chaque brique du processus de recrutement. Donc, on pose des questions qui sont ciblées. Ok. Et en fait, non, on fait de l'identification via LinkedIn. On a du bouche à oreille aussi, parce qu'on a des consultants qui nous recommandent d'autres consultants. Donc ça, c'est les meilleures cooptations. Mais je pense qu'on a 3 styles d'entretien. Jérôme a son style. Et depuis un an, je crois que Sophia et moi, on les fait ensemble. D'habitude, c'était Jérôme, Sophia, Alex, ou Sophia, Alex, Jérôme. Mais comme Sophia, on participe beaucoup à l'opérationnel de la draft, comme on pourra t'expliquer. C'est vrai que maintenant, on les fait à 2. Donc, du coup, c'est deux phases, quoi. C'est un entretien avec Jérôme et puis un autre entretien avec... Parce que, en tout cas, 100% des retours consultants, j'ai eu 3 entretiens ou 2 complètement différents. Ok. Voilà. Déjà, 100% de retours là. Et après, pour répondre à ta question, c'est encore une fois, on analyse des choses assez différentes. Il y a des qualités sur lesquelles on ne passe pas. Je pense, Alex le redira, la curiosité. C'est pas un recruteur, c'est indispensable. Donc, on se briefe avant aussi. Il y a différentes personnalités. Mais il y a un tronc commun qui est quand même la force de travail, la curiosité et autres pour le coup. C'est ça. Et du coup, pourquoi digne de la NASA, si on devait un peu réfléchir sur ça parce que, en fait, on est sur un marché freelance. Et qui dit marché freelance dit un peu
opportunité à la volée. C'est ah tiens, on a une mission, qui est-ce qu'on peut mettre? Bah tiens, je te choisis toi et t'es dispo, ok, t'es dispo, bah tu vas sur la mission. Nous, c'est pas du tout ça. On va être sur le même modèle, c'est-à-dire qu'on va avoir une mission où il faut qu'on trouve le bon consultant, mais on va pas prendre celui qui est disponible. Ouais. On va aller chercher vraiment celui qui a, selon nous en tout cas, la bonne expertise et le bon mindset pour coller avec le contexte du client. Et c'est en ça, je pense qu'on a pu être qualifié de digne de la NASA parce qu'on va vraiment justement creuser lors des entretiens, donc déjà, oui, 2 entretiens. Et ensuite, parfois, quand on a des doutes, on va aussi faire un petit exo de sourcing. On leur demande de préparer, on leur envoie une job desk, on leur demande de sourcer sur un type de profil en particulier. Et ensuite, on débriefe ensemble, ils nous présentent les profils, etc. Donc, ça fait très CDI comme approche. voilà, comme approche. En fait, c'est juste qu'on sait très bien ce qui fonctionne, quel type de profil et quel type de compétences. Donc, voilà, ça peut... Je pense que c'est pour ça qu'on a été qualifiés comme ça, mais au final, ça nous va très bien parce que nous, dans nos missions, elles sont... en général, elles se passent très, très bien. Elles sont prolongées. On travaille avec un pool de recruteurs assez restreint. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié un bon recruteur, en général, on ne le lâche pas. Dès qu'il finit sa mission, on travaille derrière pour lui retrouver une mission. Donc, on fait aussi travailler un marché freelance de recruteurs et on essaye de les fidéliser à travers mal d'action. Ouais. Mais donc, du coup, vous ne matchez pas forcément à la mission. D'une certaine façon, vous avez quand même une sorte de communauté à la draft, on va dire, que vous essayez de faire quand même bosser un maximum, je suppose. Ok. Et si, par exemple, vous avez une mission qui rentre et que vous voyez personne, on va dire ça comme ça, là, vous rentrez dans un process de recrutement de recruteurs, en gros. C'est ça. Bah, en fait, on est tout le temps, en train de... voilà, on est tout le temps en veille. On parle toutes les semaines à 3-4 consultants en recrutement. Et ensuite, on revient vers eux dès qu'on a la bonne mission. Mais oui, c'est un travail en continu. Ah oui, clairement. Oui, il y a aussi, comme disait Alex, beaucoup de cooptation, beaucoup de consultants qui recommandent. Donc évidemment, on voit en priorité les recos. Et souvent, d'ailleurs, nos nouveaux consultants sont quasi des recos. En réalité, on peut sourcer, aller chercher, on le fait naturellement parce qu'on a besoin de voir ce qui se passe aussi, de rencontrer du monde que l'on ne peut pas connaître quelque part. Mais généralement, on a quand même des gens qui nous cooptent d'autres gens. Et en plus, généralement, ce sont des gens top. Donc, Mais la cooptation partout, c'est le premier canal hyper quali, mais partout. C'est-à-dire que en entreprise, quand tu as des employés qui recommandent d'autres employés, c'est hyper. Alors j'ai une théorie sur ça, mais je suis d'accord. En fait, je suis d'accord avec toi. À partir du moment où tu considères que la personne est en ce moment, on parle beaucoup de A-level, B-level, etc. En termes de à quel point est-ce qu'il est en accord avec ta boîte, la culture d'entreprise, etc. Ben, je trouve que les A-level recrutent des A-level, enfin cooptent des A-level, et inversement. Donc en fait, si tu n'as pas la bonne personne, ben, du coup, les cooptations, elles sont mauvaises. Moi, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis ça. De faire des mauvais recrutements ou pas. D'ailleurs, l'un des gros enjeux d'aujourd'hui, ça va être de comprendre pour moi et pour les auditeurs comment on fait pour faire un bon recrutement. C'est un de mes gros enjeux, parce que déjà, c'est un des gros enjeux de 90% de mes clients, un des miens, mais je trouve que c'est un des gros enjeux de toutes les boîtes qui existent, parce qu'au final, les gens que tu recrutes sont forcément ceux qui font le bise au quotidien, on va dire. Et j'ai vraiment cette impression que quand tu recrutes quelqu'un, je crois que dedans, on reviendra dessus, mais une des phrases que je t'ai demandé, dans le questionnaire, toi, tu as dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu vois, et je suis assez d'accord avec ça. C'est que on a tendance parfois à faire des recrutements où tu as un petit doute, etc. Et plus tard, tu ne comprends pas, mais ça se passe mal. Et voilà. Ouais. Ça, c'est une phrase de vie pour moi. Et je trouve que ça marche partout. Dans le business, dans les relations amoureuses, dans les relations... partout, quand tu as un doute, il n'y a pas de doute. Mais bon, après, c'est un peu... faut définir, il faut aller un peu plus dans le détail. Bien sûr. Voilà, tu as un doute sur quoi? Sur la personnalité, sur les compétences, sur le... et puis, il y a différentes façons aussi d'aller éliminer ce doute, tu vois, on peut passer par des questionnaires de personnalité, on peut aussi aller chercher, justement, faire des prises de rêve aussi. Des prises de rêve, faire des petits exos de sourcing. Ça, vous faites du coup test de personnalité, prise de rêve, les exos de sourcing, où tu as dit, mais... Exos de sourcing, oui. Prise de rêve, oui. Encore une étape, justement... Du process NASA. Et comment on fait pour faire une prise de rêve, justement? C'est quoi? Vous contactez la personne Alors, légalement, c'est très bordé.
Ça veut dire que seul le candidat a le droit de te donner les noms de ses référents. Donc ça peut être un peu biaisé, mais D'accord. tu peux pas faire de prise de rêve sauvage. C'est-à-dire que si tu sais qu'il est passé par une société que tu connais et que tu connais Le une gars, personne ouais. qui pourrait le connaître, ça tu peux pas. Non. Tu peux pas. Officiellement. Officiellement. Ok. Officiellement. Après j'en Mais tu connais. feras, oui. Voilà. Ouais. Tu peux le faire en off, quoi, mais tu peux pas ouais, le faire voilà, comme ça. C'est ça, c'est Ok. ça. Mais du coup, oui, moi je demande généralement deux refs Ok. d'une personne qui les a managés et qui est capable de parler d'eux, de savoir comment ils sont en environnement de travail, comment ils délivrent, etc. quoi. Donc généralement, je leur demande 2 noms. C'est pas plus de 10-15 minutes, quoi. Je prends le numéro de téléphone et le mail, je contacte les personnes et puis ça se fait en visio ou par téléphone. Mais ça dure 10-15 minutes. Mais généralement, c'est pas un outil décisionnaire, je dirais. C'est juste, ça vient conforter l'idée qu'on avait. Ok. Ouais. Donc généralement, on se trompe pas trop. Généralement, soit on est tous les trois all-in, ou soit, comme disait Sophia, il y a un doute. Il y a pas de doute. On tarde pas, quoi, Ok. tu vois. C'est sûr que c'est une cooptation de quelqu'un avec qui tu bosses depuis 5 ans et qui est Ouais. top. Il n'y a pas besoin, quelque part. Après, on n'est jamais à l'abri de certains profils qui sont un peu mercenaires, Ouais. aussi, quand même, qui vont vraiment chercher la mission, un peu hasardeusement, on va dire. Donc là, l'idée, c'est vraiment, comme dit Alex, c'est une phase de validation. Nous, on pose la question à une personne en disant tu vas bosser avec cette personne ou tu la vois, simplement. Et on va comprendre si c'est avec nous ou pas Ok. qu'on la voit, tout simple. C'est ça. On n'a pas la prétention non plus de connaître 100% de la personne après 2-3 entretiens, même si, comme dit Alex, on se trompe quand même Rarement. assez Ouais, rarement, mais c'est assez c'est rare. arrivé. C'est assez Ok. rare. Mais du coup, je suis désolé, je suis un peu. Mais je veux comprendre vraiment juste le process. Vous avez une mission, quelqu'un rentre, enfin, vous avez personne, par exemple, dans la communauté. La draft, il n'y a pas eu de cooptation sur ce genre de profil, par exemple. Enfin, si, par exemple, est-ce que vous pouvez vous dire, ben, ouais, voilà, on a telle mission, est-ce que vous pouvez, par exemple, en parler à quelqu'un d'autre qui, lui, veut dire, ah, ben, cette personne-là serait hyper. Ouais. Ça arrive? Ok. Oui, bien sûr. Oui, Ok. bien sûr. Et après, c'est quoi? C'est call avec un de vous, enfin, avec toi, par exemple, puis après vous deux. C'est ça. Dans tous les cas, les trois, vous parlez au candidat, Ouais. Oui. candidat, du coup, qui est Oui. recruteur, Ouais. mais qui là est candidat. Oui. Ouais. Ok. Après, Et il y a des phases où on peut se faire confiance, où si on est un petit peu dans l'urgence Ouais. et que l'un des trois a validé, on revalidera plus tard, je dirais. Tu vois. Ok. Mais Ah, sinon, même, oui. Même là, ça arrivait très rarement quand même, ce truc-là. Ouais. Oui. Même Ouais, quand on est dans des phases de rush où il faut un consultant dans la veille pour le lendemain, effectivement, il y en a un qui prend le lead pour Aller faire vite, accélérer ouais. les choses. Mais derrière, donc qui va prendre la décision que ça va être ce consultant-là. Mais derrière, nous, on va aussi appeler peut-être de manière un peu moins officielle, enfin, un peu moins directe, où ça va être juste pour faire un peu connaissance. C'est vrai, moins dans un cadre visio, process de collab, Ouais. etc. Mm. Mais dans tous les cas, tous les trois, Ouais. c'est hyper important qu'on ressente, C'est ça. qu'on sente la personne, parce que derrière, en fait, il n'y a pas juste les compétences. Parce que en général, ça va être, quand on est dans le rush comme ça, on va valider le mindset, mais surtout les compétences. Est-ce que la personne peut aller remplir le plan de recrutement du client, peut aller recruter les bonnes personnes. Mais nous, derrière, on fait aussi beaucoup attention aux soft skills et au mindset. Est-ce que le consultant, il a conscience qu'il va avoir deux clients quelque part, son client final, mais aussi nous. Parce que derrière nous, on suit énormément le consultant. Et donc, on a besoin de sentir qu'il a un mindset très collaboratif. Si c'est pas le cas, s'il est en mode moi je suis freelance, je me suis mis en freelance parce que justement je voulais rendre de compte à personne, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas chez nous du tout. Et on sait que ça fonctionnera pas chez le client aussi, parce qu'en général, c'est des personnes qui sont pas très orientées reporting ou autres. Et dans tous les cas, tu as besoin de ça dans le recrutement. Voilà, donc on a aussi besoin de valider ce côté très, très collaboratif et aussi bienveillant au quotidien. Enfin, faut aussi, on a des valeurs, nous, qui nous sont propres, et on a besoin de s'assurer que la personne, elle correspond vraiment, enfin, que le consultant correspond vraiment à ça, quoi. Je te fais un cas classique, peut-être pour répondre à ta question. On a un besoin réellement d'un client. Alex fait toujours une recherche exploratoire en disant est-ce que les profils que l'on recherche existent. On ne dit pas à un client oui, on va y aller, sans savoir. si on ne sait déjà pas qu'on ne peut pas le trouver. Ça ne marche pas. Ça, c'est les câbles qui font ça. Donc, on ne fait pas ça. Ensuite, 2 cas. C'était une petite balle perdue pour les câbles. Ensuite, on va se faire des potes. On a 2 cas. Donc, on se réunit tous les 3, on analyse simplement la situation. Quel est le besoin? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui délivre, qui fait du quali, un ambassadeur, beaucoup de volume, très peu, etc. Donc, dans ce cas-là, on se dit
par exemple, tu as des profils ESN qui vont généralement qui ont une forte volumétrie de travail de base, enfin force de travail, pardon. Donc on se pose, on se dit qu'est-ce qu'on cherche. Et ensuite la question c'est est-ce qu'on le connaît déjà ou est-ce qu'on ne le connaît pas. Donc si on le connaît déjà, on cherche simplement dans nos outils, on retrouve les personnes. Si on les connaît déjà, on les appelle. Bonjour, telle mission, tant de temps, tels objectifs, etc. Si on ne connaît pas, on fait appel à notre communauté de recruteurs. Et ensuite, si encore une fois on ne connaît pas, on va chercher la personne. Mais généralement, c'est le processus classique. C'est pour ça que c'est important pour nous de voir du monde en anticipation. Et c'est important aussi pour les recruteurs de nous connaître quelque part, pour voir s'ils fit avec le modèle, et pouvoir dire plus tard, bah oui, à l'occasion, je souhaite être sollicité par eux. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, généralement, le schéma. Hyper clair. Vous avez un enjeu que moi j'ai aussi, qui est complexe, je trouve, c'est qu'il faut qu'il matche avec vous, la draft, et avec le client au final. Exactement. Tout à l'heure, tu disais il y a 2 clients. Je suis d'accord, même si au final, la draft, comme Hypergrowth dans mon cas, pas vraiment des clients, parce qu'on vient mettre un peu des normes, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est difficile d'avoir ce double ancrage. Enfin, il n'est pas facile à tenir au quotidien. Vous faites comment? Ça amène vers c'est quoi la méthode de la draft en gros? Bien sûr. C'est vrai que c'est pas facile, mais on voulait vraiment tendre vers ça. Et on a fait en sorte de tendre vers ça. C'est-à-dire que on a dit non parfois à des consultants où on savait qu'ils pouvaient très bien faire le taf et qu'ils allaient sûrement prolonger les missions, etc., mais qui n'allaient pas matcher avec nous, notre façon de travailler. Donc, on a vraiment été chercher des consultants qui ont cette approche de se dire qui vont pas être réfractaires à tout notre process de suivi. Parce qu'aujourd'hui, donc, nous, on fait pas juste on fait pas de l'intermédiation. C'est-à-dire que quand il y a un client qui cherche un consultant, on ne met pas juste en relation et puis après, on attend que 3 mois plus tard, tout se passe. Voilà, tout se passe et de faire le rendez-vous pour voir si ça se prolonge. En général, nous, on est là tout au long de la mission. Donc moi, déjà, qui suis hyper opérationnelle, Alex aussi, qui s'occupe plus de la partie sourcing. Donc en gros, un coach sourcing, un chef de projet et le consultant. C'est vraiment l'équipe qu'on retrouve sur toutes les missions. Et le consultant n'est du coup jamais seul sur sa mission. Donc forcément, faut que nous, dans notre approche de recrutement, faut qu'on aille vers des consultants qui sont OK avec ça, qui ne disent pas « je suis freelance, donc je vais bosser de mon côté ». Je suis freelance, je vais bosser avec la draft parce que la draft, c'est mon équipe dans l'ombre et je vais délivrer chez mon client. Donc oui, vraiment cet aspect de client dans le sens où effectivement, nous, on attend un minimum de reporting de la part du consultant, savoir comment ça se passe. Moi, j'ai tous les consultants au moins une fois par semaine au téléphone pour avoir des nouvelles, pour voir s'ils se sentent bien dans leur mission, pour voir si les recrutements se passent bien. Et puis après, tous les jours, on est tout le temps en train d'échanger sur Slack, sur des problématiques diverses et variées. Ça va du sourcing, ça va à des problématiques de je connais pas le profil que je dois recruter, à là j'ai un manager, je sais pas du tout comment gérer cette situation. Parce que là je suis bloquée, il répond pas, qu'est-ce que je fais? Et du coup, nous, on va essayer toujours de pousser nos consultants à aller plus loin que ce qu'ils font déjà de base. C'est OK, est-ce que tu as fait ça, tu as fait ci? OK, alors moi, je pense que moi, j'aurais fait comme ça, comme si. Alex va soit valider, soit invalider, soit proposer une autre idée. Et en fait, en général, à 3, il y a forcément, c'est une équipe gagnante, quoi. Il y a forcément un qui a la bonne stratégie. Vous êtes des problem solvers au quotidien, au final. On fait que ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis là, ça fait 4-5 ans, on a un persona qui est assez figé, on sait quel type de consultant on recrute. Et effectivement, le collaboratif, c'est essentiel, quoi. Et si ça passe pas, nous, à chaque fois qu'on fait un entretien, on lui dit tu dois t'entendre avec Sophia, quoi. Sophia, c'est la tour de contrôle. C'est une fois que la mission est amorcée, Sophia, elle est là tout le long et le consultant doit collaborer avec elle, quoi. Tu vois. Donc c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on fidélise nos clients. Et si on fidélise nos clients, c'est tout bénef pour le consultant puisqu'il a de la prolongation de mission, etc. Et puis là, ça fait quoi? Ça fait quelques mois où on commence à avoir des missions de 6 mois, de 1 an. Et là, ça devient intéressant parce qu'on avait une moyenne de 3-4 mois. Généralement, on intervenait de manière temporaire, comme tu disais. Mais là, aujourd'hui, nos clients nous voient sur la durée. Et pour rebondir ce que tu disais là, par rapport à la NASA, aujourd'hui, on est en train de se former avec notre client sur les outils d'évaluation.
de personnalité, etc. Donc les clients nous emmènent avec eux Faut grandir avec aussi. dans leur Ouais. projet de Exactement. croissance. Et ça, je crois que c'est assez exceptionnel comme truc, hein, parce que généralement, c'est un peu chasse gardée, chacun de son côté. Et là, le client nous dit non, on va se former ensemble. Cette augmentation des temps d'émission, ça montre aussi l'opportunité de croissance du marché, de la boîte, du modèle même globalement. Parce que si vous passez de 3 à 4 mois et que vous commencez à avoir des missions C'est ça. de 6 mois à 1 an, c'est que ça plaît, C'est d'une ça. certaine façon. Ouais, en début, on était sur une moyenne, je dirais, de 6. Là, on est plutôt autour de 8. Je Ok. dirais 8-9. Généralement, la majorité de tes clients, plutôt avant, me faisaient du 3 mois, renouvelable 3 mois. Ok. Et on est sur mini de prolongation. Donc, on est là aujourd'hui plutôt proche de la 3e. Donc, réellement, à part sur Ok. alors, je compte pas l'émission one shot, recruter vraiment juste un ou deux profils. Et une fois que c'est fait, on s'en va. Parce qu'évidemment, le but à la fin, c'est qu'on ne reste pas à terme. Chez certains clients. Il y a un truc que j'aurais dû faire au début que j'ai pas fait, donc on va en profiter pour le faire tout de suite. Est-ce que vous pourriez déjà raconter dans les 5 années de la draft, juste comme ça va mettre du contexte. Je sais pas si vous avez vraiment les chiffres du nombre de missions ou autre, mais combien vous avez pu faire à peu près, pardon, votre communauté de recruteurs, combien il y a de personnes? C'est quoi vos chiffres? Je sais qu'on a des amoureux des chiffres ici. Il faut que tu regardes sur ta gauche. On va en profiter. Au moins, en fait, je trouve que c'est bien, ça pose un peu le contexte de qui vous êtes, le poids que vous pouvez avoir aussi un peu sur le marché aujourd'hui. Et ça amène aussi de la crédibilité dans ce qu'on dit, au final. Carrément. Ouais, alors je vais essayer de te donner des chiffres. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de missions Ok. pour une trentaine, je dirais, de nouveaux consultants. Ok. Donc, ce qui te montre que quand même un consultant fait plusieurs missions chez nous. Mhm. Donc ça, c'est intéressant pour le consultant. Ensuite, les durées moyennes, comme je te le disais, on était sur du 2021-2023, je dirais qu'on était plutôt sur du 6. Ok. Là, on est largement au-dessus à 3 prolongues. Après, en termes de pourcentage de missions prolongées, on est au-dessus de 80%. Ok. En avis client et en avis consultant, je pense que celui-là pourra le dire, mais on est quasi parfait pour le coup. Sauf un ou deux cas côté consultant où ça s'est un peu mal passé, mais notre faute pour le coup aussi. Tort partagé. Et ensuite, en termes de chiffres, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Après, sur le secteur, simplement, on a démarré pas forcément sur l'industrie. Donc, on était à 50-50 au niveau des clients, mais une majorité de missions prolongées côté industriel. Là, depuis 2024, et lorsqu'on s'est tous les trois regardés en disant on va aller sur l'industrie, on a quand même fait, on a aujourd'hui un portefeuille qui est 80% industriel. Ok. Voilà. Donc, on est assez fiers de ça, puisqu'on oriente un virage, et puis on se dit, finalement, on y est arrivé en quasi 1 an, un peu plus. Ok. Trop bien. Parce que du coup, vous avez commencé en multisectoriel, vous avez resserré là en 2024 en industriel, mais resserré dans le sens que les nouveaux clients industriels ou resserré dans le sens toutes les missions qui ne sont pas industrielles, on ne les reconduit pas, même s'ils le souhaitent? Non, vous avez quand même reconduit. Ouais, on a été moins. Non, pour savoir. Bien sûr, alors, Parce On qu'il n'est y a pas des, il y a des des sauvages. niches. Même nos clients, donc. Et en plus, Ce serait surprise, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Aujourd'hui, tu as certains clients que l'on avait qui sont aujourd'hui dans d'autres sociétés aussi. Ouais, Donc, donc qui vous souhaitent reprenez se quand même. faire accompagner de la même manière. Donc évidemment, on va vouloir les aider. Ouais. Après, au début, comme tout entrepreneur, je pense qu'on a un petit côté aussi où on prend ce qu'on peut Bien sûr. pour se faire C'est des ça. expériences aussi. Parce qu'on n'avait jamais fait réellement ce modèle-là. On l'avait vécu, mais on n'avait pas vendu, suivi ces choses-là. Donc il fallait aller les voir. Et tous les secteurs sont différents. Si tu bosses dans l'agro, ou dans le nucléaire ou dans le retail, c'est sûr que tu n'as pas la même personne en face de toi, simplement. Donc voilà. D'ailleurs, pour vous, au final, vous devez être bon dans plein de secteurs, auprès de plein de gens, dans plein de typologies de recrutement. Parce que, là, non, puisque maintenant vous êtes. Plus maintenant, vu que vous vous êtes niché un peu dans l'industrie. Mais même dans l'industrie. Il y a industrie agricole, effectivement, industrie nucléaire, industrie. Ça reste large. Ouais. C'est une niche large, quand même, l'industrie. Donc, d'une certaine façon, faut aussi, vu que vous n'êtes pas vraiment. Alors, vous êtes là au quotidien, mais vous n'êtes pas en front tout le temps, etc. C'est le modèle. Faut être bon partout, au final. Faut être bon sur plein d'aspects. Faut être très couteau suisse pour aider des gens qui sont placés dans des boîtes hyper différentes. Ouais, c'est clair. Alors, moi, je pense que la base, nos recruteurs savent recruter. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Après, on a différents clients qui, selon l'urgence et selon leur connaissance de leur manager, etc., ils vont vous dire non, mais la draft, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît ce secteur, cette typologie de poste. Plug and play, parce que j'ai pas le temps de l'onboarder, j'ai pas le temps de le former. Okay. Donc là, oui, on regarde dans notre communauté, notre pool, etc. On va essayer de trouver le meilleur consultant. Et puis, tu as d'autres clients qui ont un peu plus le temps et qui vont te dire moi, je cherche quelqu'un de bien câblé, quelqu'un qui se fonde bien dans notre environnement, dans notre manière de communiquer, etc. Vous inquiétez pas, on va onboarder la personne sur 2-3 jours. Si elle est bien câblée,
On lui filera la culture du secteur, de ce que l'on fait, etc. Et puis voilà, quoi, tu vois. Mais généralement, nous, on est sur des consultants qui sont seniors. Donc, c'est à partir de 3 ans d'expérience jusqu'à 15-20 ans Ouais, pour les ils savent faire. anciens. Donc, ils ont les bons automatismes. Déjà, Ok. tu vois. En tout cas, on s'assure qu'ils aient les bons, automatismes, quoi, pour les missions. Ouais, c'est ça. Vas-y. Oui, non, mais pour compléter justement sur les compétences de nos consultants. Alors, parfois, effectivement, c'est hyper précis et là, on va aller chercher la personne experte dans son domaine. Et si on l'a pas, on va aller la chercher, on va la qualifier, etc. Et puis sinon, après, il y a un persona en fait, de consultants chez nous. Donc, un persona un peu sur un modèle un peu anglo-saxon où c'est le recruteur hyper vif, hyper shark, justement bien câblé, qui va vite comprendre les enjeux, qui a quand même une connaissance du marché assez large et qui va être très orienté KPIs aussi. Donc du coup, qui va avoir cette capacité à pouvoir se remettre en question rapidement, regarder ses chiffres, à essayer de voir où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, même s'il n'est pas expert de son domaine, il va déjà apprendre rapidement. Et grâce aux chiffres aussi, il va apprendre à pouvoir itérer aussi rapidement sur ce qui fonctionne ou pas dans le marché en question. Donc voilà, on va aussi... de base, on va aller chercher ce type-là de consultants Ok. qui peuvent être un peu mis sur n'importe quel secteur. Après, je réponds à ta question cachée. Et aussi, comment vous faites quand vous ne savez pas faire. Ouais. Je pense. Il y a aussi ce cas-là. Plusieurs solutions. Déjà, tu as des métiers dans l'industrie qui sont assez transverses. Tu as parfois les mêmes métiers dans l'aéro que dans le nucléaire. En tout cas, les compétences dans l'aéro sont reproductibles dans le nucléaire, peut-être dans un autre secteur. Donc ça, déjà, première chose, il y a des secteurs qui se ressemblent pas, mais qui ont les mêmes compétences. Deuxième chose, quand on a eu des clients, on ne savait pas faire. On a dit aux clients, clairement, on ne l'a jamais fait. Je pense à un client dans la finance, si ça vous parle, il y a un an. Ouais. Ce client-là, on lui a dit, sauf qu'on a fait des recherches exploratoires pour voir si ça existait, premièrement. Deuxième chose, on va demander au manager à parler à quelqu'un de son équipe. Parce qu'entre ce que le client veut, dont il a besoin, c'est quand même deux choses complètement différentes. Donc on parle dans son équipe. Et troisièmement, ça nous est arrivé assez rarement, mais de contacter des gens dans le dur en disant « expliquez-nous votre métier, on cherche des gens comme vous ». Donc ça peut t'aider aussi à comprendre réellement comment tu peux recruter ces populations-là et aider ton consultant dans tout le suivi avec Sophia qui va se dire simplement « ok, j'ai compris, maintenant on va s'aider ». Avec une petite période d'adaptation, où tu forcément, on ne connaît pas, donc on apprend à poser des questions en même temps. Ok. Je pense. Exact, ouais. Ok. Justement, puisqu'on parle d'entreprises qui savent pas forcément tout le temps ce qu'elles veulent, comment vous déterminez justement quand une boîte elle vient avec un problème de recrutement? C'est quoi les questions que vous lui posez pour déceler justement le vrai du faux et qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Parce qu'en fait, il y a un peu ça aussi, je pense, des fois des boîtes qui viennent avec, comme tu disais, nous on veut ça. En fait, c'est pas exactement ça qu'elles veulent. Elles cherchent et vous devez les satisfaire et comprendre un peu plus vite qu'elles. Ouais. Je pense pas qu'on ait beaucoup le cas où les clients ne... Enfin, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai l'impression que, comme encore une fois, 70% des missions qu'on a, c'est des pics d'activité. Donc, c'est des profils qui sont connus Défini. Ouais, au sein de l'entreprise. Donc, nous, les questions qu'on pose, c'est... nous, on a besoin de savoir déjà l'environnement de travail, les prérequis, le contenu du poste, etc. Et après, nous, contractuellement, on borde aussi en RPO. C'est-à-dire que chacun a sa part de responsabilité. Nous, on doit chasser, on doit fournir les bons candidats, mais le client doit lui aussi remplir sa part de la mission. C'est-à-dire qu'il doit être réactif dans les process. Parce que nous, on a une approche très chasse. C'est-à-dire qu'on va chercher les candidats là où ils sont. Donc, moi, si je viens te chercher, tu m'as rien demandé, tu vois. Donc, c'est aussi à moi de t'attirer, tu vois. Donc, c'est ça qu'on essaye d'évangéliser auprès des clients, parce que parfois, ils ne le comprennent pas. Ils se disent, c'est bon, moi, je paye, je veux un candidat, etc. Tout beau, tout chaud, et c'est parti. Non, en fait, on a fait la promotion de l'environnement et des projets d'un client. Mais le vendeur du poste, c'est le client, c'est le manager, tu vois. Donc, tu as une relation tripartite où, effectivement, tu as le vendeur du projet qui est le manager, tu as l'acheteur qui est le candidat. Nous, on est entre les deux. On doit faire vivre entre les deux. Donc, nous, on est dans la promotion, dans le suivi. Donc, donc nous, on essaie de qualifier, pour répondre à ta question, on prend le brief client, on essaie d'être le plus précis possible. Après, on fait des petites recherches exploratoires pour leur dire « Ok, c'est faisable » ou « Là, ça va être un petit peu compliqué. Peut-être qu'il va falloir décocher des cases par rapport aux prérequis »
pour arriver à ce que vous voulez, etc. Donc, on essaie vraiment de sentir le besoin. Et surtout, nous, on fait une restitution derrière. À chaque fois qu'on prend un besoin, on fait une restitution écrite au client. Pourquoi ? Quelque part, pour valider qu'on a compris, mais aussi pour se prémunir parfois, parce que certains clients peuvent retourner leur veste, etc., en disant non, c'est pas ce que je t'ai dit. Si, on l'a validé par écrit. Donc, tu vois, donc c'est aussi pas de se protéger, mais de se prémunir de ce type de... Recherche exploratoire, c'est en gros faire en sorte que ce soit pas un mouton à 5 pattes qui cherche, en gros, et que le profil existe. Ouais, c'est ça. On fait en avance de phase ce que ferait le consultant s'il était déjà en mission. Sauf qu'on le fait en version hyper réduite et hyper fast. Et on fait une recherche. Pour accepter la mission, en fait, vous, de votre côté. Avant d'accepter, dire, OK, il y a un terrain de chasse. Il y a un terrain de chasse qui existe. Même souvent avant la récite, en fait, dire à un client, quelque part, on a fait un pas aussi. On a déjà commencé à regarder, ou en tout cas à chercher. Alex fait des boulennes depuis 20 ans, donc si tu veux, on verra vite s'il n'existe pas le candidat. On peut dire aux clients parfois, on a trouvé, par contre, ils sont tous chez ce concurrent-là. Ok. Parce que aussi, donc on va devoir aller chasser. Il y a ces questions-là, parce qu'avant de démarrer une mission, c'est important. Ce qu'a dit Alex, c'est exactement ça. Aujourd'hui, parce que tu nous poses la question, qu'est-ce qu'on pose comme question ? En fait, on valide simplement les conditions de réussite d'une collab. C'est ça. Okay. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit à un client simplement, est-ce que tu es prêt à jouer le jeu avec nous ? Parce que si tu regardes les échelons, finalement, il y a le client, il y a nous, il y a le consultant. Donc il y a prestataire de prestataire quelque part. Donc si tu veux, chez nous, on valide en recrutement pour montrer que ça va bien se passer la collab, mais on valide aussi au-dessus avec le client pour lui dire est-ce que ça va bien se passer. Si on sent que c'est compliqué, déjà, on n'aime pas trop les questions en casse-pipe, donc tu vois, on voit un consultant en disant tiens, en fait, ça va être compliqué. C'est pas facile. Ok. Donc on essaie d'être conseil dès en amont. Tu vois, même avant d'avoir signé, on essaie d'être conseil dès en amont en disant c'est un pool de candidats qui existe sur le marché, on va aller les chercher. Par contre, si c'est un peu plus réduit, on va leur dire on va vite faire le tour. Donc par contre, il va falloir ouvrir les chakras à un moment donné dans la mission, revoir le cahier des charges et puis voir comment on peut avancer. Parce que nous, le but c'est de réussir. Enfin, je veux dire, c'est pas de prendre l'argent ou quoi que ce soit. Nous, on est frustrés quand ça marche pas. Tu vois, donc on essaie toujours de trouver des solutions, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est les conditions de réussite et on invite vraiment le client à se poser la question avant de signer le contrat avec nous, de se demander est-ce que en interne j'ai mes managers qui ont la bande passante, ne serait-ce que pour faire passer des entretiens. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui ont des plans de recrutement hyper ambitieux, mais leurs managers n'ont pas le temps de faire passer des entretiens. Du coup, ils vont se retrouver à payer une prestation RPO avec des candidats qui vont arriver, qui vont être hyper bien targetés dans la cible, qui sont prêts, qui sont intéressés par le projet en question, et en fait qui vont attendre 2 semaines avant d'avoir un entretien parce que le manager n'a pas le temps. Mais du coup, en 2 semaines, le candidat chassé, donc qui est déjà en poste, qui lui n'est pas du tout en recherche active, on l'a perdu. Enfin, en 2 semaines, soit il se fait, comme il est super bon, il se fait approcher par d'autres donc faut être réactif. Soit en fait l'intérêt est plus là, quoi. Et donc du coup, les conditions de réussite chez le client sont peut-être pas, peut y avoir un besoin bien défini, mais des managers indisponibles, pas de leur faute, mais parce qu'il y a des projets aussi à faire tourner derrière. Et ça, du coup, c'est hyper important de se poser la question en tant que client avant de aller démarcher des sociétés de RPO, de se dire est-ce que j'ai la bande passante pour absorber parce que même avec toutes les années d'expérience qu'on a dans le métier, on n'a pas la prétention de recruter sans les managers, c'est pas possible. Donc c'est important pour nous de poser les règles du jeu dès le départ, parce que leur dire écoutez, si vous n'êtes pas réactif, vos concurrents ils vont l'être, et c'est comme ça qu'on va perdre un candidat ou on va le gagner, tu vois. Donc c'est hyper important de poser. Je pense que notre expérience, notre seniorité fait qu'on est assez facilement écouté, quoi, par nos clients. Ouais. Je me mets à leur place. On voit sa société à lui. Oui. Et ils se disent ça recrute et moi ça avance. Mais en réalité, nous on a d'autres clients. Et on voit quand ça avance plus vite, quand ça avance moins vite. Et en réalité, c'est souvent là que ça se joue aussi. Après, il y a des clients top. Il y en a avec lesquels ils t'écoutent. Pas besoin forcément de les éduquer. Ils entendent conseil par reproche. Donc c'est des gens avec lesquels tu peux vraiment avancer pour le coup. Et là, c'est le bonheur pour nous. Parce que là, le candidat, il a un parcours qui est totalement fluide. C'est top. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que le secret des bons recrutements, c'est vraiment le sourcing. Enfin, moi, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur ça. Je dis pas que c'est pas le cas, mais j'ai l'impression que vous insistez beaucoup sur
oui, c'est bien de bien sourcer, mais la qualité du process derrière, Exactement. elle est autant, voire plus importante Bien sûr. que le sourcing. Ah, bien sûr. Complètement. Bien sûr. Ok. Mais tout est interconnecté, hein, de toute façon. Ouais. Hein, tu vois. Ouais. Le sourcing, c'est le ciblage. Ouais. C'est l'identification, tu vois. Donc, du coup, tu dois cibler les bons candidats et c'est là que le client, il te regarde déjà avec les yeux de l'amour. Tu vois, tu te dis, c'est déjà gagné. Mais par contre, le candidat, si tu l'as chassé et que tu vas le chercher ailleurs, bah, du coup, une fois que tu l'as qualifié et que tu l'as ferré, tu le mets dans un process de recrutement avec ton client et c'est là où tu dois continuer à l'accompagner. Et c'est là où, effectivement, j'avais dit à Sophia lorsqu'elle avait commencé le recrutement, j'ai fait le recrutement, c'est du timing. C'est-à-dire qu'une fois que le candidat est dans le process, tu dois le tenir en haleine jusqu'au bout, tu Ouais. vois. Et tu dois l'emmener jusqu'au closing ou jusqu'à l'offre, tu vois. Et après, la réflexion, c'est aussi de se dire, et c'est là que l'expérience candidat est importante, hein, c'est que un recrutement qui a échoué à l'instant T ne veut pas dire que c'est un recrutement qui sera, qui est mort pour toujours, tu vois. Si tu as bien traité ton candidat, que tu l'as bien accompagné avec l'authenticité, la transparence qu'il fallait, Tu il gagnes. pensera à toi. Il pensera à toi. Donc, dans notre métier, chaque échange compte. Tu vois, le candidat, il pourra te coopter des copains, il pourra te coopter à sa future boîte, il pourra même devenir ton client, qui sait, s'il devient manager et qu'il a. Enfin, tu vois, Complètement. c'est hyper important. L'expérience candidat aujourd'hui, c'est hyper crucial, quoi. Donc ouais, c'est un tout. Il y a plusieurs C'est briques ça. dans le recrutement. Et d'ailleurs, pour en revenir à l'offre RPO, on propose aussi différentes briques. Tu as le RPO sourcing, tu as le RPO recrutement 360. Tu as des combos parfois où tu vas recruter, mais que tu vas aussi conseiller le client sur comment améliorer tes process, tes outils en interne. Tu vois. Donc, il y a aussi cette partie conseil-là qu'on recherche chez tous nos consultants. Hein. Enfin, aujourd'hui, si tu n'as pas la fibre conseil, c'est un peu... Compliqué, ouais. C'est compliqué de bosser avec nous, quoi, en Ouais. tout cas. Tu vois. C'est intéressant ce que tu disais parce qu'en préparation du podcast, du coup, Jérôme, il m'a mis le recrutement, c'est de la vente. Et ça faisait partie de mes questions. Comment tu... Enfin, il y a un côté, tu vois, comme tu disais, Ouais. toi, mais je l'entends hein, complètement, je suis hyper d'accord. Mais Alors, justement, à dans quel nuancer sens très fortement. Je précise parce que en réalité, c'est pour ça que nous aussi on aime bien les profils qui sont sales quand même dans les recruteurs, parce que je dis ça, c'est un peu brutal, hein, mais c'est on vend un poste quelque part à un candidat et on vend quelque part un dossier pas une personne, un dossier à un client. Ouais. Donc on promeut, alors évidemment, on trouve la bonne opportunité pour le candidat chez ce client-là. Le but, c'est que ça marche sur la durée. Un recrutement raté, ça coûte très cher. Ouais. Donc s'il reste 4 mois, ça ne marche pas. Donc on sait bien qualifier les aspirations du candidat et les attentes du client. Donc on fait matcher. Mais on vend un poste quelque part. C'est un des travaux aussi qu'on a à faire à nos clients. Aujourd'hui, il y a des job desk, elles sont terribles. C'est mal fait et ça donne pas envie. Et en fait, nous, on a un rôle d'ambassadeur. C'est pour ça qu'on va voir le client au début. On a besoin de capter l'atmosphère, les avantages, les inconvénients, et on les retranscrit en mieux. C'est ça notre job. Et de dire à un candidat aujourd'hui, en fait, regarde, cette boîte, elle est top, même si parfois sur le papier, tu n'as pas l'impression. Donc, ça, c'est la première chose côté candidat réellement. Et après, côté client, oui, il faut briefer ses managers. Réellement, quand tu as un bon dossier avec un candidat qui est chaud, qui a envie d'aller chez ce client-là, tu vas voir ton client et il faut lui vendre aussi. Je veux dire, il est top, pourquoi ? Parce que, donc il faut ce côté un petit peu sales, et moi j'aime beaucoup les recruteurs qui croient en leurs candidats. Il y a beaucoup de cas aussi, et Sophia pourra me confirmer, c'est on a un super candidat, le client dit non, sur le papier non. Le recruteur qui insiste et qui va te dire réellement, il est top, en fait, réellement, allez-y, vous ne perdez pas votre temps. Souvent, ça peut finir par une belle histoire. Souvent, parfois. Il y a des cas où. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est de la vente. Parce que voilà, je pense que c'est réellement pile entre les deux, pour le coup. Mais je trouve que c'est une belle vision. Je préfère cette vision à la vision de non, nous. J'aime bien la vision de c'est de la vente parce que je trouve qu'il y a un côté très assumé de j'ai fait le choix A, j'ai fait le choix B, vous devez matcher, je le sens. Tu vois, il y a un côté. Bien sûr. Donc j'aime bien cette vision. On ne voudra jamais un recruteur de se mouiller, réellement. Et ça arrive de faire des erreurs. On a tous fait en tant que recruteur. Il n'y a pas de souci. Mais dire aujourd'hui que c'est recevoir un CV et faire de la qualif, c'est pas ça le recrutement. Et encore moins quand on va les chercher. Dans notre job, je rebondis sur c'est un travail de conviction, hein, clairement. Quoi. Alors vente, effectivement, moi c'est pas le mot que je préfère, mais c'est un combo promotion et conviction, quoi. Tu vois. Et là, tu as de bons recruteurs. Si tu suis ce mojo-là, c'est. Je dirais vente dans la façon
dans les capacités de communication et Ouais. d'approche à ce de profil. mise en avant. C'est-à-dire que, voilà, de mise en avant. C'est-à-dire que toi, C'est tu es convaincu. Mais si tu n'as pas cette fibre vente, du coup, tu vas être moins pertinent, tu vas être moins impactant quand tu vas parler de ton profil au manager. Du coup, il va pas avoir l'impression que vraiment c'est un fit pour lui par rapport à son équipe de Ouais, prendre complètement. cette personne-là. Alors que si justement tu as cette fibre de vente, tu vas plus tourner les choses différemment et tu vas réussir à convaincre. Donc c'est plus comme ça qu'on parle de Ouais, vente. mais j'entends. Moi, je l'ai compris un peu comme ça et je l'ai compris aussi un peu dans un sens où, au final, vous êtes. Enfin, je pense que maintenant, je commence un peu à vous connaître un peu parce qu'en plus, on bosse ensemble à côté. Donc, il y a aussi l'aspect où, moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu. Il y a une sorte de responsabilité aussi quand tu fais ce travail, je trouve, à parfois aller défendre des idées qui sont pas forcément celles d'origine du brief et faire évoluer un peu un brief dans le sens, non, non, mais je vous assure, vous vouliez ça, je sais, mais cette personne-là va vous convaincre dans le temps, etc. Exactement. Moi, je le fais au quotidien et souvent, je pense que même si tu disais tout à l'heure, les profils sont hyper définis, enfin, ils savent ce qu'ils veulent d'une certaine façon, il y a des nuances aussi, je pense, parfois où tu te dis, parfois, enfin, d'ailleurs, l'un des points que je voulais discuter avec toi, Sophia, c'est qu'à un moment, tu disais, en préparation de podcast, tu disais que ta zone de génie, c'est d'analyser très rapidement la maturité d'un client en recrutement et donc de savoir à quel point est-ce que il va falloir, enfin, comment en fait vous allez construire le process derrière avec ton consultant, du coup. Ce qui est hyper important, parce que si tu connais bien ton client, que tu connais bien ton consultant, toi, tu sais bien gérer le milieu, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, ce que je voulais dire par là, c'est que on a des clients qui vont être d'hyper bonne volonté, qui vont être très clairs dans leurs recherches, mais qui vont pas forcément comprendre ce que ça veut dire que de recruter et d'aller chercher vraiment la chasse, en fait. Qu'est-ce que c'est? Donc, du coup, il va y avoir tout un travail d'éducation à faire de ce client-là. Et du coup, pour nous, c'est hyper... c'est un grand enjeu, en fait, de le repérer le plus tôt possible parce qu'on va pouvoir aussi aller chercher le consultant qui correspond à cet enjeu d'éducation du client. Et puis sous quel angle aussi il faut éduquer du coup? Exactement. Ouais. Et éduquer, c'est un peu un mot galvaudé parce que ça veut un peu tout rien dire. C'est hyper dur déjà, en tant que consultant en recrutement, tu dois déjà t'adapter à un contexte et en plus, donc tu dois faire ta place, tu dois montrer que tu as une expertise, que tu sais faire, etc. Et en plus, tu dois faire bouger les lignes. Et en fait, c'est vraiment pas facile. Et c'est aussi en ça que nous, on a cette volonté d'être hyper présent pour le consultant et d'être hyper proche de la mission. Parce qu'on va aussi pouvoir accompagner ce consultant dans cette mission qu'il a, cette double mission qu'il a qui est vraiment pas simple. Et le conseiller et lui, vraiment à chaque étape, quoi. Et être là avec lui. Donc oui, effectivement. Donc c'est un vrai enjeu de connaître en gros à quel point le client est déjà familier avec la notion de chasse. Parce que ça va pas être déjà le même consultant qu'on va aller chercher. Ça va pas, le process aussi va pas se passer de la même façon. C'est-à-dire que si c'est un client qui a déjà fait appel à du RPO dans le passé ou qui connaît pas du tout le RPO, on va pas avoir la même fluidité, la même approche. Donc il y a plein d'enjeux en fait qui vont découler de ce constat de base. Ok. Des fois, tu te rends pas compte, mais on a des perles. Hein. Parfois, alors très récemment, Alex, on a eu un poste donc avec un intitulé. Alex lit la fiche de poste et me dit mais c'est pas du tout ça le nom du poste. Donc parfois tu as ces cas-là aussi, tu as des cas où même le titre si tu veux, tu as tous les candidats qui passent à côté parce que le titre il est pas bon, donc ça arrive. c'est assez dingue, hein, mais ça arrive encore en fait. Donc là, on parle pas d'éducation, on parle d'autre chose, hein, mais voilà, ça arrive. Ok. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est pour ça que je disais un peu tout à l'heure, j'aimais bien le truc c'est de la vente, même si le mot vous plaisait pas forcément. Parce qu'il y a un côté où c'est faire évoluer le client aussi d'une certaine façon vers l'avenir de ce que va être son. Parce que vous avez un gros avantage, pareil, que encore moi j'ai. En fait, notre modèle, il permet, vu qu'on travaille avec plein de boîtes différentes, il nous permet justement de tirer le bon des autres, de l'amener chez d'autres. Et d'anticiper du moins bon chez certains pour éviter de le faire chez les autres, etc. Donc, pour moi, il y a une notion d'évolution du client qui est votre responsabilité, enfin, qui va avec votre travail au quotidien, de faire évoluer le client dans les bonnes pratiques, pour le coup. C'est ça. Parce que le capital humain, c'est de la croissance, quoi. Tout le monde y gagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, on fait des recos.
Hein, on soumet pas qu'un CV, un dossier, etc. On est en train de dire, voilà, vous avez cette personne, on y croit, il remplit peut-être pas le cahier des charges, mais si vous passez un mois et demi à le former, lui, il reste 5 ans chez vous. Ouais. Tu vois, donc Ouais. on doit apporter cette reco-là en disant, lui, là, on a misé sur ses soft skills, il sait un peu faire, mais grâce à vous, il saura faire. Et par contre, derrière, il est avec vous, quoi. Et en plus, si vous le développez par la suite, il va créer des équipes. Et là, c'est la grosse histoire. Tu vois, la personne peut rester plus longtemps. Donc, c'est important de faire des recommandations humaines. Hein, c'est ce qui nous anime, hein, tu vois. J'ai une data que je viens de lire hier et à laquelle je n'avais même pas pensé en préparant le podcast, mais du coup, tu viens de m'y faire penser. Effectivement, le recrutement, c'est un gros enjeu de croissance. Et vous le savez, chez Hypergrowth, nous, on se concentre sur la deuxième phase de croissance, donc de 1 à 50. Mais au-dessus de ça, 85% des boîtes qui échouent, enfin qui se plantent après, c'est pour des enjeux de recrutement. D'accord. Parce que c'est des mots, c'est la gestion du capital humain. Et oui, d'un côté, c'est pas très surprenant, parce que en fait, vous êtes vraiment un levier de croissance qui est, enfin, c'est le levier de croissance de la phase 3, quoi. Ouais. C'est quand une société est en forme, elle recrute. Ouais, tu le vois par définition, en fait, hein, déjà. Ouais, complètement. Effectivement, une société, c'est aussi les gens qui la composent. D'où viennent-ils? Généralement, X manière du recrutement, mais du recrutement. Donc oui. Ouais, complètement. Et puis les gens qui la composent, il faut qu'ils soient bien recrutés, du coup. Parce qu'il faut qu'ils soient bien recrutés au bon endroit, avec les bonnes missions, enfin, que ce soit clair, etc. En phase. Ouais, exactement, en phase. Ok, bah, du coup, ça tombe bien. Si on devait construire le meilleur process de recrutement, pour vous, ce serait quoi les 3 étapes clés qu'il faudrait surtout pas négliger? Je vous l'enlève de la draft en tant que telle, mais si par exemple, moi, demain, je devais construire le meilleur process de recrutement pour ma boîte, ce serait quoi les 3 étapes ultra clés que je pourrais pas mettre de côté? Moi, je pense que déjà en amont, alors c'est peut-être pas une étape en tant que telle, mais le premier truc que je ferais, j'irais voir mes équipes pour leur demander, je serais client, si j'étais le client, j'irais voir mes équipes pour déjà voir leur capacité, tu vois, à pouvoir absorber justement une charge de recrutement, ce process-là de recrutement, et les briefer sur ce qui va se passer en fait, sur ce que ça va vraiment demander. Parce que du coup, quand on fait appel à des caves, RPO ou autres, c'est un budget qu'on lâche dans le recrutement. Et parfois, il y a des clients qui lâchent tout ce budget et qui se rendent compte que leur équipe n'était pas prête à suivre. Du coup, qui n'était pas prête à suivre le move, quoi. Donc ça, moi, je ferais ça déjà. Après, si on passe de l'autre côté, donc de notre côté à nous, en tant que recruteur, comment on créerait le process? Moi, je suis totalement d'accord avec ça, parce que j'allais te dire, même avant, la définition du besoin. Ce que dit Sophie, en fait, la définition du besoin. Donc là, déjà, c'est primordial. Après, les étapes dépendront aussi parfois du besoin. Si tu ne pas un développeur et un soudeur de la même manière, soudeur, tu vas être, par exemple, sur un atelier, des choses un peu plus physiques, là où un développeur sera par exemple sur du test, mais qui n'est pas forcément physique. Donc, je dirais que tout dépend de ce qu'on va recruter. Donc, je laisserai Alex répondre à la question, on va dire, plutôt philosophique. Mais après, pour le côté réellement de définition du besoin, je pense que c'est primordial. En fait, je vais apporter une petite modification, parce que je sais que vous êtes très, vraiment spécialisé dans les profils un peu pénuriques. Donc, justement, un profil, on peut en prendre un, celui que vous voulez, un profil hyper pénurique, pour vous, qui est du coup, par définition, difficile à recruter. Pour vous, ce serait quoi les 3 étapes qu'il faudrait absolument passer qui permettraient de faire un bon recrutement? C'est pas facile. Moi j'ai 3 mots qui me viennent, c'est l'alignement déjà. Il faut savoir ce qu'on recrute et être d'accord et être en phase avec le client. Ensuite, c'est la confiance. Donc, il faut que le client nous fasse confiance en notre expertise et notre capacité à aller chercher les candidats. Puis la réactivité. Il faut qu'on aille vite sur un marché pénurique. Il faut aller vite parce que si tu as des trous d'air dans le process, on le perd. Le candidat. Après, je n'évoque pas les sujets où la marque employeur n'est pas sexy, les grilles de salaire ne collent pas, etc. Ça, c'est une réalité aussi, tu vois. Mais dans le meilleur des mondes, si on a si on a tous les bénéfices pour que le recrutement fonctionne, moi, je dirais vraiment un alignement sur le besoin, se faire confiance et être réactif, quoi, pour closer. Tu vois. Ok. Mais, juste, ça me fait penser à un truc, donc je vais dedans. Par exemple, un soudeur. Parce que tu disais, il faut être hyper réactif. C'est des profils pénuriques, ça veut dire qu'ils sont très demandés. Parce que, ça veut dire très difficile à trouver, très demandé, ou pas forcément difficile à trouver, mais très très demandé. Qu'est-ce qui définit? En fait, c'est plus ma question. Et en fait, qu'est-ce qui définit un profil pénurique? Ça dépend, encore une fois. Ça dépend parce que
y a certains profils, il n'y a même pas assez d'écoles en France pour en avoir assez quelque part. Donc là, dans ces cas-là, pénurie par définition, il y aura toujours un trou quelque part, en fait. Même si tu débauches quelqu'un, il va aller dans une autre société, mais à la fin, il y aura un autre trou ailleurs. Ça, c'est le premier cas. Deuxième, pénurie, il y a certaines compétences qui sont uniques, quasi. Une certaine spécialité, alors je ne parle pas des soudeurs, mais il y en a 10 dans le monde. Donc en fait, il faut savoir aller les chercher, les trouver. Et après, pénurie, parfois dans le sens simplement, ils sont difficiles ils sont pas visibles, ils sont difficiles à voir en fait, très simplement. Donc avant de s'adresser à eux, on doit les trouver. Donc je dirais que c'est dans ces eaux-là. Après, je suis resté assez évasif, mais ça dépend quel exemple on prend. voilà. Ouais, c'est ça. Si on prend un développeur, comme on a pu en recruter plein justement dans Pour vous, développeur, c'est un profil pénurique du coup? Enfin, je dis pour vous, vous savez mieux que moi, mais c'est pour comprendre. Justement, pour d'autres raisons. Il faut voir ce qu'on met sous pénurique. Parce que du coup, moi, j'étais recruteuse j'ai recruté plein de devs, tout langage confondu. Et c'était pénurique dans le sens où c'était compliqué, en fait, de les recruter. Donc, si pénurique, c'est justement, la définition simple, c'est qu'on en manque. Par définition, oui, parce qu'ils sont sursollicités. C'est pas qu'ils sont pas visibles, parce que je savais où ils étaient, je savais comment aller les chercher. C'est juste qu'en fait, il n'y avait pas que moi qui allait les chercher. Et que, est-ce que j'avais le meilleur projet à leur proposer? Est-ce que j'avais le meilleur équilibre vie perso, vie pro à leur proposer? Est-ce que j'avais un bon salaire à leur proposer? Enfin, tu vois, donc j'étais pas la seule. C'était chez Blablacar, ça, du coup? Ouais, chez Blablacar. Ok, ça me lève une question. Mais aussi chez General Electric. Donc oui, pénurique dans le sens où j'en avais pas plein dans mon process, j'en avais pas plein à proposer à mon manager. Donc pénurique dans ce sens-là. Après, si on va sur pénurique dans l'industrie, là, on part sur une autre définition. Enfin, c'est la même définition de pénurique, mais pour des raisons différentes. C'est pas que... c'est juste qu'en fait, ils sont pas visibles. En fait, pénurique, il y a plein de mots cachés sous pénurique. Tu peux en avoir peu, beaucoup, mais qui sont sursollicités, qui bougent pas. Enfin, tu vois, c'est les sociétés dans l'énergie, le nucléaire, tout ce que tu veux, ils décrochent des marchés, ils décrochent des contrats. Et dans ce milieu-là, comme en ESN, tu as les donneurs d'ordre et tu as les prestataires. Et aussi bien les donneurs d'ordre que les prestataires cherchent les mêmes aussi, tu vois. Donc, à un moment donné, le marché des talents, il est ce qu'il est, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Donc là, il y a des actions du gouvernement pour former les futurs, intéresser les jeunes à ces métiers-là le plus tôt possible, etc. Après, tu as le marché de reconvertir des gens qui viennent d'autres secteurs, etc. Donc il y a un gros enjeu. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de bras, quoi. Il n'y a pas assez de talent pour tous ces projets-là, en fait. Ok. Mais du coup, est-ce que ça se traduit, par exemple, tu vois, dans l'industrie, est-ce que ça se traduit par le fait qu'au final, les gens bougent beaucoup? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des profils qui sont plutôt, j'allais dire, plus fidèles, plus ancrés? Et donc, du coup, ça bouge que... Ça dépend, je suppose, encore une fois du profil. Mais tu vois, parce que du coup, l'autre question que moi j'ai derrière, parce qu'en fait, j'ai répondu à ma question dans le truc, mais je me demandais, tu vois, par exemple, tu recrutes des développeurs. Comment tu fais pour recruter des développeurs? Tu as dit tout langage confondu, sachant que tu ne maîtrises pas. Toi, c'est langage... Enfin, je sais pas, peut-être. Mais du coup, c'est quoi la métrique, du coup, où tu arrives à te dire, OK, je sais qu'il va être bon. Du coup, d'un point de vue... Ça, je me suis toujours posé cette question. C'est pour ça que je te la pose. Oui, mais c'est pas la première fois qu'on me la pose. En gros, il y a souvent l'erreur qui est faite entre, OK, tu recrutes des devs, mais tu n'as jamais codé. Tu connais pas le langage, tu sais pas coder en Java, tu sais pas. Mais en fait, il n'y a pas besoin. En fait, en tant que recruteur, c'est ça qui est, je pense, un peu compliqué à comprendre, c'est que certes, tu dois avoir des bases, tu dois te documenter sur le monde de la tech, qu'est-ce qu'un langage, qu'est-ce qu'un framework, c'est quoi la différence entre, je sais pas, Java 8 et Java X. Enfin, tu vois, tu dois avoir des bases, mais tu n'as pas besoin d'avoir développé ta propre appli ou ton propre site pour te dire, ce développeur, je pense qu'il peut fitter avec ce que recherche mon manager. Parce qu'en fait, nous, on va aller poser des questions techniques, mais assez high level quand même, en fonction de la fiche de poste. Mais on va surtout essayer de voir et d'évaluer toute la partie soft, en fait. Bien sûr. La partie soft skills. Et ça, du coup, c'est notre rôle à la première étape, c'est d'évaluer ça. Parce que tu as
moi, je me souviens quand je recrutais chez Blablacar, on voulait pas de rockstars qui travaillent toutes seules dans leur coin, qui vont, elles vont te fournir un code hyper clean, hyper bien documenté, testé et tout. Mais derrière, la personne, elle va être dans son coin. Quand on va lui demander de travailler en mode en projet, enfin, tu vois, ça va être moi je fais mieux, alors c'est moi qui fais. Non, on veut pas de ça en fait. Collaboratif. Voilà, on veut du collaboratif à fond. Mm. Et c'est notre mission de l'évaluer dès le début, quoi. Ok. Donc en fait, on a, je dirais, 60% un peu d'évaluation de soft skills. Et puis le reste, oui, il y a quand même des questions tech qu'on pose, parce qu'on a quand même des bases. On a des connaissances de base à connaître. Ne serait-ce que sur leur... je sais pas, quand tu fais partie d'une équipe tech, tu as des méthodos parfois qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'une méthode agile? Comment toi, ça se concrétise dans ton environnement? Est-ce que, je sais pas, si tu as des devs qui travaillaient plutôt dans des grands groupes, comment ça se passait, eux, d'être dev dans un grand groupe versus quelle va être la différence si tu rejoins plutôt une start-up? Donc, ouais, tu as plein de concepts et de mots-clés à connaître. Et c'est en ça que du coup, tu peux te spécialiser et dire je suis recruteuse tech, mais tu n'as pas besoin d'avoir codé et vraiment connaître le langage de programmation en tant que tel, d'avoir ton IDE et tout. Non, tu n'as pas besoin de ça. Ouais. Et puis la technicité, dans le process de recrutement, il y a un test technique. Oui, voilà. Et Dans voilà, tous les cas, c'est ce que j'allais dire. un test technique. Chacun son espace ça. quelque part, en fait. Parce que, j'espère que tu ne penses pas que nos recruteurs qui ont que des soudeurs ont soudé. Non, non, c'est vrai, la question, elle s'applique clairement là aussi. Non, oui, c'est clair. en réalité, Sophia, en fait, a défini son étape dans le process. Ce qui Ouais. est le plus important, c'est ce qu'a dit Alex tout à l'heure, la réactivité. Elle, son job, c'est de valider et de faire passer à d'autres personnes qui va faire passer, par exemple, j'imagine, un test technique, mais l'autre personne test technique n'aura pas la même facilité à analyser les soft skills que Sophia. Ouais. Donc chacun sa place quelque part, mais le but du jeu, c'est de jouer ensemble au jeu. Ouais, complètement. Donc, de le faire avancer. Le candidat. Ok. Par contre, effectivement, il faut comprendre quand la candidate te dit moi j'ai codé sous tel framework, tu peux pas dire. Tu as besoin de toi de comprendre c'est quoi un framework. S'il te dit. Tu as une base de connaissances Voilà. à avoir, mais C'est ça. après. S'il te dit moi j'ai fait du back-end et j'ai développé des API, c'est du chinois. Si tu sais pas ce que c'est qu'une API, est-ce que c'est pas du back-end? Donc tu as besoin de connaître la définition de certains mots-clés, mais sans forcément toi avoir codé une API, tu vois. Ouais, non, mais ça paraît logique. J'apprends une autre question aussi, mais quand j'ai commencé dans le recrutement, mon ex-boss me disait pour comprendre ce que fait on recrute sur un intitulé de poste, pour comprendre ce que font ces gens-là, le but c'est de voir des candidats aussi. Les candidats nous l'expliquent aussi quand on démarre le recrutement. On fait une recherche, c'est pas inné, mais c'est les candidats qui nous apprennent aussi leur job. Donc, quand on voit un, tu dis bah voilà, il fait ça. Le deuxième, tu vas lui poser une question par rapport à ce que le premier t'a dit, par exemple. Et c'est comme ça que tu apprends. C'est là que tu commences à nuancer, à être subtil, parce qu'il y a des gens, nous on appelle des candidats parce qu'ils sont dans un process, mais il y a des gens qui parlent super bien de leur job et qui vulgarisent très bien. Et donc là, tu commences à comprendre et à avoir un peu de skills. Ouais. Et d'ailleurs, plus le candidat sait vulgariser et t'expliquer et que tu te dis je sors d'un call et j'ai tout compris, mais plus là tu te dis ok, lui il faut vraiment que je le présente parce que s'il est bon techniquement, il a un super profil parce que super bonne communication et en plus très bon techniquement, c'est tout ce qu'on veut. Parce qu'au final, ne pas savoir le framework, comme tu disais, au fond, c'est pas grave. Tu dis mais c'est quoi ce framework s'il te l'explique bien? Voilà. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé aussi avant d'avoir ma carrière, entre parenthèses, entrepreneuriale, de tomber dans des entretiens où la personne qui faisait comme si elle comprenait rien à ce que je faisais. Et c'est smart aussi, parce qu'il y a un côté où ça t'oblige à toi tout expliquer, et donc à savoir si elle t'explique bien, au final. Il faut que tu te dises que tu n'es pas là pour rien. C'est-à-dire que tu as été ciblé. Donc si elle te pose des questions, alors soit c'est pas elle qui t'a chassé ou du coup qui t'a pas identifié, mais si c'est elle, si elle t'a identifié, c'est que elle sait, elle a vu des mots-clés qui lui ont parlé, et tu vois, donc elle t'a pas identifié pour rien. Donc même si elle te dit, juste pour un peu un peu aller à l'encontre de ce que tu disais en mode j'ai pas besoin de connaître le framework, tu as quand même besoin de le connaître parce que sinon tu peux pas l'identifier. C'est sur qui tu chasses, théoriquement, en fait. Tu l'as mal sourcé. Sinon ta chasse, en fait, elle vaut rien. Donc tu as quand même besoin de connaître, mais tu n'as pas besoin de l'avoir mis en pratique. Et je rebondis sur ce que disent mes camarades. Pour moi, le recrutement, c'est l'art de faire parler les gens. C'est tout. Si tu poses des bonnes questions et que tu drives, même si tu connais rien, moi je me souviens, je venais du middle top. Moi, si tu veux, je faisais des postes qui allaient de 50K à 130K, etc. Et donc, je faisais entre 50 et 60 approches sur le marché et ma mission était terminée. Et je me suis mis à recruter des développeurs, donc c'était via le réseau de Sophia. Et là, je me suis mis à approcher 500 personnes. Je me suis dit, il y a un problème là.
Et je tombe sur un gars, pareil, framework, JavaScript, tout ça. Bon, je connaissais, hein, mais et le gars, je crois qu'à un moment donné, il me lâche un pic. Hein, il me fait ouais, mais toi, t'es pas développeur, tu peux pas comprendre. Tu vois. Ouais. Et moi, je lui fais toi, tu sais recruter. Tu vois, il y a un gros blanc. Tu vois. Et je lui dis voilà, je lui fais moi, je suis recruteur. Toi, tu fais ton truc, moi, je fais mon truc. Tu vois. Mais moi, je suis là. Je suis l'entremetteur, donc j'ai besoin de savoir ce que tu fais, ce que tu peux m'expliquer, etc. Tu vois. Et après, les développeurs, j'en ai recruté, j'en ai préqualifié pas mal. Et puis moi, j'avais une question, c'était... En fait, j'aimais bien savoir, parce que certains n'y arrivaient pas, mais je lui dis, mais c'est quoi la finalité de ton boulot? Qu'est-ce que tu codes, en fait? Tu vois, quelle fonctionnalité et quel est l'objectif ultime, tu vois? Donc C'est quoi ton pourquoi un peu en fait? c'est ça. Ouais. Pourquoi tu codes cette fonctionnalité? Qu'est-ce qu'elle va apporter en termes d'ergonomie, de croissance, etc. Tu vois. Donc je commençais à me prendre au jeu au jeu et à avoir mes petits réflexes aussi pour détecter les bons Et des dis-toi qu'il y en mauvais. a qui ne savent pas répondre à ça. Eh ben, c'est T'as exactement des ça. développeurs, ils ne savent pas ce qu'ils codent. Ouais. Ils savent la petite fonctionnalité qu'ils codent, donc Ouais, ils savent mais pas la ce que c'est, finalité. mais ils ne savent pas dans quoi ça va s'imbriquer. Ouais. Et là, tu dis, ok, déjà, et toi, en tant que recruteur, quand tu as le développeur justement qui t'explique son parcours et qui te dit, et que tu dis, mais c'est quoi la finalité? Qui dit, bah, je sais pas trop, moi j'ai une story à développer et puis c'est tout. Tu dis, ok, toi t'es pas trop business acumen, quoi. T'es le côté business, le côté projet, tout ça. Donc déjà, dans une startup où t'es vachement, justement, t'as besoin de comprendre, de prendre part à un projet et de comprendre ce que tu fais. Tu dis, ok, est-ce que tu es vraiment curieux, tu vois, est-ce que C'est un donc, voilà, indicateur. donc, tu vois, au final, en tant que recruteur, on peut déjà déceler des choses hyper intéressantes sans forcément... Ouais. Ouais. Je rebondis sur ce que disait Alex, parce que c'est important, même côté client, enfin, l'écoute, simplement. Notre job, c'est réellement de faire parler un candidat et de comprendre. C'est ça. C'est tout. Il y a une très jolie phrase qui dit Allez hop, ouvrez les guillemets. il y a des gens qui écoutent et d'autres qui écoutent pour comprendre et d'autres pour répondre. Nous, on écoute pour comprendre, Ok. pas pour répondre. Ouais, non, mais C'est c'est. belle, non, c'est vous beau. avez- Clap. Merci. Parce que souvent, J'ai- souvent, ils se foutent un peu de moi parce que j'adore les punchlines. C'est le Ouais. punchliner de la boîte. Ah, mais c'est bien, Ça c'est bien. fait- Mais C'était c'est marrant bon. ce que vous dites, ça me fait penser. Moi, je me suis fait chasser il y a 5 ou Ok. 6 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'ai suivi le process, enfin, j'ai fait deux rendez-vous, enfin, 2 entretiens du process. Et les 2 fois, la première question qu'on m'a posée, c'était pour la même boîte, hein, mais ils ne voulaient pas me dire qui était la boîte. C'est comment est-ce que tu t'ennuies? Qu'est-ce que tu fais quand tu t'ennuies? Ok. Et les 2 fois, toute la discussion a tourné autour de qu'est-ce que je faisais pendant que. Mais on m'a jamais demandé, enfin, on m'a jamais dit, c'est pour un poste VP marketing, en gros. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu fais? Enfin, on m'a pas demandé des trucs techniques sur le market ou Mm. autre. C'est en gros, qu'est-ce que tu fais quand tu t'emmerdes, quoi. Et Ok. raconte-nous ta vie, un peu. Ouais. Et ça m'a fait marrer. C'était pour un gros groupe américain. Et ça m'a fait marrer. Au final, je l'ai su, du coup, parce que j'ai pas donné suite. Mais ça m'a fait marrer parce que je m'étais dit, c'est marrant. Moi, j'avais vraiment cette image, tu sais, du recruteur qui était en mode. Qui déroule le CV. Ouais, quoi. exactement. Il coche Alors, les cases. ça. Ouais. Oui, tu as écrit que tu aimes la lecture. C'est quoi ton livre préféré? Tu vois. J'avais trop ça. Ouais, c'est vrai Et en fait, pas du tout. Déjà, il n'y avait pas de CV, parce que, tu sais, ils te contactent, ils m'ont pas demandé mon CV. Je sais pas si vous... Moi, on m'a pas demandé mon CV. On m'a juste dit, on a fait une prise de ref, ça je sais, sur quelqu'un de... Dès le début. Ah, dès le tout début. Donc, ils m'ont demandé ça, ils m'ont dit à qui on peut appeler. Franchement, la première discussion a tourné autour de qu'est-ce que je faisais pour m'ennuyer. Enfin, quand je m'ennuyais. D'accord. Et en Je trouve que fait, c'est une très bonne question. à la fin, ils m'ont dit, à la fin du deuxième rendez-vous, bah, en fait, j'ai pas voulu donner suite parce qu'en gros, à la fin du deuxième rendez-vous, ils m'ont expliqué en fait pour quelle tête poste, pour qui était la boîte et tout, et que j'avais pas envie. Mais elle m'a dit, en fait, honnêtement, nous, on veut des gens qui savent s'ennuyer intelligemment. Et ça m'a fait rire parce que j'ai trouvé ça hyper smart. Sur le moment, j'ai pas trop, mais j'ai trouvé ça très smart parce qu'il y a un côté de, ça parle un peu sur tes soft skills d'une certaine façon. Si tu sais t'ennuyer, ça veut dire que pour eux, tu es une ressource. Mm. Parce que tu D'accord. t'ennuies avec Ok, curiosité. ok, un ok. peu. Ouais, C'est marrant. pas mal. Ouais. Ouais, Moi, j'aime bien cette question. T'as plusieurs choses comme Ouais. ça. Après, je repense dans la manière dont nous on fait les entretiens. Ouais. On n'a pas forcément besoin, je dirais, du CV, à nuancer, parce qu'on a besoin d'avoir réellement l'expérience, le fond Oui. de l'expérience. Mais ce qui est plus important que l'expérience, je pense, c'est le cheminement entre elles, en fait, à la fin. Et on n'a plus des carrières qui sont aussi longues que nos parents, hein, simplement, je pense, dans la même boîte pendant X années. Donc aujourd'hui, on a besoin de savoir pourquoi il est parti, sous-entendu qu'est-ce qui lui a manqué avant, et qu'est-ce qu'il allait chercher dans la nouvelle. Et Ouais. ça, plusieurs fois, Mhm. ça s'est passé, donc ça, c'est une première chose. Donc le côté expérience, je dirais, a moins de valeur peut-être que le cheminement et la vie de la personne qu'on a en face de nous. Mais après, je rebondis sur ce que tu dis, oui, effectivement, il y a aussi un cas, les marques, quelque part.
sont souvent des gens assez intelligents parce qu'ils trouvent des solutions pour pouvoir ne rien faire. Donc il y a ce cas-là, ça rejoint un peu ce que tu disais Ah, mais dans complètement. notre angle, je dirais. Complètement. Ouais. Mais oui, il y a ce côté-là, clairement. Des Ouais. gens qui sont tête baissée, tête dans le guidon, et qui vont y aller à fond sans prendre un peu de hauteur, un point de vue macro, ouais, généralement, sont plus trop opérationnels. Alors que les autres, peut-être lèvent la tête et se disent comment je pourrais le faire en peu de temps parce que j'ai juste pas envie de passer mon temps. Exactement. Donc Ça dépend. Après, je suis totalement d'accord. Je pense que ça dépend des jobs. Tu vois, moi, c'est un job où c'est du marketing. Tu vois, donc, c'est un job où il faut être créa, Ouais. Bien sûr. faut t'ennuyer, en fait. Tu vois. C'était une bonne question Ouais. pour ce job-là. Ouais. Exactement. Ouais. Je pense que c'est pas la bonne question pour ce job, mais Mm. pour ce job-là, c'était une très bonne Mm. question. Et c'était marrant qu'il t'en parle, qu'il me parle que de ça, quoi. Les 2 entretiens ont duré longtemps en plus. Je pense que si à choisir, je Ouais. préférerais faire ça que l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. coller vraiment Moi aussi. que aux expériences en tant que recruteur, hein, je te parle, Ouais. coller aux expériences uniquement, je pense qu'on en apprend moins que si on demandait des questions un peu plus, comme si on posait des questions un peu plus annexes. Ouais. Mon avis, hein, encore une fois, mais Ouais, mais moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que vous faites. Et je trouve que vous avez une approche hyper humaine. Mais je vous l'ai déjà dit, c'est pour ça. Mais je trouve qu'il y a un côté qui ressort énormément de chez vous. C'est le côté hyper humain. Nous, ce qui prime vraiment, c'est te connaître. Enfin, je le vois dans vos relations hors, je veux dire, même Ouais. en dehors de la draft, parce qu'au final, j'ai jamais été un candidat chez vous. Mm. Mais pour autant, moi, je le vois. Je trouve que le côté humain ressort énormément de chez vous. Et c'est pas. Enfin, je vais pas citer, mais j'ai déjà bossé pas mal dans les RH. Au-delà de ça, j'ai des expériences dans les RH. Et c'est pas ce qui ressortait le plus. Ouais. J'ai fait des cabinets de chasse de tête, etc. Et je trouvais que justement, ça a industrialisé. Surtout que moi, c'était des cabinets d'exécutifs, un peu search, etc. Donc, tu sais, ils chassent des gros entre parenthèses, entre guillemets. Et il n'y avait pas ce côté, il y avait quand même ce côté très finance, etc. Je trouve. Je vais pas généraliser, mais dans ce que moi j'ai vécu. Et vous, je trouve que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'aime beaucoup le côté cercle vertueux, on va dire, de l'humain, de la transmission, etc. Et parce que c'est notre essence. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, c'est ce qui nous définit. Ouais. Je veux dire, on n'essaye pas de coller à quelque chose ou de se dire bon, faut qu'on soit humain parce qu'on fait un métier humain. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'on est comme ça. C'est un peu ce que je disais au tout début de mon parcours. C'est je me suis posée pour regarder, essayer de comprendre un peu ce que j'aimais naturellement. Ouais. Moi, ce que j'aime naturellement, c'est vraiment ce que je me suis dit avant de faire mon master RH, c'est poser des questions sur les gens. Mais sur les gens, tu vois, apprendre à les comprendre, d'où ils viennent. D'ailleurs, je la trouvais trop curieuse. Pourquoi elle me posait des questions? C'est vrai? Non. Ah, ok. Ça aurait été marrant. L'anecdote. Non, moi, j'étais bluffé par sa maturité, moi. J'étais là, elle a quel âge? Et puis c'était très profond, quoi, tu vois. Et puis moi j'étais senior en plus, tu vois. Donc du coup, quand tu es senior, je sais pas si on peut parler d'ego, mais tu dis bon, ok, tu vois. Et en fait, non, je pense qu'elle avait su me poser des questions. Tu m'as jamais dit ça. Ouais, c'est vrai. Je l'ai. C'est un grand moment. C'est radio. C'est l'effet Kylian. Ça peut Donc voilà. Donc non, c'était. Et puis ouais, je me souviens, c'était sur ta carte de vœux de. J'avais mis RPO et tout. Je l'avais mal écrit. Ouais. Elle l'a entouré, elle m'a fait c'est quoi? Je fais c'est là où on va se retrouver. C'est le RPO, tu verras. Donc une aventure humaine. En fait, c'est vraiment ça. C'est une connexion en fait humaine qu'on a eu au départ qui a construit ensuite cette aventure. Et tu verras aujourd'hui dans le quotidien, c'est du bonheur. On bosse avec des consultants, mais c'est magique. C'est magique ce qui se passe. Il y a un truc. On a passé un gap, je pense. Mais je suis d'accord. Après, c'est trop dur à dire. On n'est pas aussi prétentieux que ça. Ouais. Mais à la fin, ce qu'on voit quand même, c'est que alors, je pense qu'on n'a pas les mêmes rôles au sein de la société, donc je dirais plutôt Alex qui est le point de contact généralement, mais on travaille avec des gens, on se rappelle en fait. Même après la mission, en fait, on ne peut pas sortir d'un tableau Excel en disant out et on ne se rappelle plus. En fait, on a tout le temps un gens au téléphone. Ça peut être certains clients avec qui on s'entend bien aussi, où on s'appelle sur du perso ou autre, où on connaît aussi parfois leur vie perso, mais les consultants... je vois, on est en contact tout le temps, réellement avec. Donc je pense que ça témoigne quand même de bon esprit. Voilà. On se relance mutuellement. Après, il y a des consultants qui... Je rebondis sur ce que disait Sophia, où nous, on est très attachés au côté collaboratif. Et lorsqu'on a commencé le RPO, avec toutes les opportunités qui tombaient, parfois, on est peut-être allé un peu vite. Donc, on est parti chercher la jeunesse, etc. Et même avec les personnes avec lesquelles c'est pas forcément passé, on est toujours en contact. Et moi, je suis content de dire aussi que tous ceux qui sont passés par chez nous sont devenus tous recruteurs, quoi. Parce qu'on est parti, on a formé des gens qui ne l'étaient pas.
Tu vois, et ils sont tous devenus recruteurs. Et donc, on se dit, bon, quelque part, Dans des belles boîtes. ça marche. En plus. Ouais, en plus, on est dans des belles boîtes, quoi. Donc, ça marche, quoi. Donc, ça, ouais, c'est notre kiff. Ça, au quotidien. c'est très stylé comme métrique. Vous avez formé du coup un certain nombre de personnes qui n'étaient pas recruteurs d'origine, qui sont devenus avec vous. Ah, et si tu savais les emplois d'avant? Ah ouais, rien à voir. On n'est pas du tout dans le recrutement, mais ça, c'est de l'identification de soft. Hein. Ouais, Mhm. c'est C'est ce que ça. j'allais dire, Très, c'est ça vraiment. très mais ça, clairement, ok. c'est pas le cas le plus. Hein. Attention, Ouais. à la base, nos recruteurs sont des gens qui travaillent dans le recrutement. Et, Aujourd'hui, un c'est petit exclusivement avant. ça. Mais Ah oui, si on ouais, va à la non. genèse de la draft, effectivement, en 2020, on a commencé, effectivement. Je te laisse Ouais. finir. Ouais, Ouais, ça- t'avais- non, c'était juste ça. Bah, vous avez une idée, un exemple, pardon? Par exemple, de quelqu'un qui faisait, je sais pas, prof de tennis. Alors, J'exagère. on va pas Prof, le bah citer, tiens, prof. on va pas le citer, mais On va pas le citer, mais. on va pas le citer. Alors, il y a prof, c'est vrai. Et Ok. il y avait quelqu'un qui bossait dans la restauration, Ok. Ouais. en Mhm. fait, qui était maître de. Alors, je sais plus exactement le terme. Maître de salle, en gros. Ouais, je pense. Chef de salle, etc. Et qui est Ouais, devenu. voilà. Ok. Donc, qui a fait Ok. ça pendant toute sa vie, en Recruteur. fait. Hein. Et Ok. qui est devenu recruteur chez nous et qui est d'ailleurs un des meilleurs. Et un des Ouais. meilleurs sur la Dans partie l'indus. industrie. Dans en- l'indus, Dans c'est- l'indus. Ah, fait dans que un ça. truc un peu Ouais, un spécifique en plus. hyper Ouais, niche, ouais. après, voilà, c'est quelqu'un qui a un cerveau, qui comprend, qui est aligné. Donc, c'est tout. Ouais. Il y avait Trop juste, bien. il y avait juste Mhm. pas le. C'est ça, Pas c'est écrit ça, recruteur sur le ouais. CV, mais on a pris tout le reste. Pareil, on en a Ok. une qui était dans la vente dans le luxe et qui nous a fidélisé 2-3 clients, Ouais. quoi. Et pareil, c'était les softs, c'était l'envie d'apprendre, etc. Et puis on l'a placé dans une boîte semi-luxe, elle a cartonné en RPO. Et c'était des responsables de boutique, des choses comme ça, des conseillers en vente. Voilà, exploser les chiffres, quoi. C'était fou. Ça me donne pas. Bref, Trop bien. de belles reconversions. Je vais faire un peu plus on va dire un focus sur la suite. Vas-y. Ouais. Je vais juste, on va parler un peu de fond quand même sur 2-3 trucs. Ce fait, tu disais en préparation de l'épisode que si tu devais recommencer aujourd'hui, l'une Ouais. des choses sur lesquelles tu travaillerais, c'est le lâcher prise. Ça donne un peu l'impression que tu étais hyper dans la précision, tu vois, il y a un côté très contrôle que tu as un peu exprimé. Mhm. Parce que c'est toi qui. Un truc aussi qu'on n'a peut-être pas vraiment bien défini, c'est toi qui pilote un peu les consultants, je Ouais, crois, c'est ça? complètement, Qui même. pilote beaucoup. Ouais. Ok. Beaucoup les consultants. Ouais. Ok, qui pilote les consultants Ouais, au c'est ça, quotidien. c'est Bah, ça. peut-être spécifier peut-être un peu vos rôles, j'aurais pu le faire au début, mais bon, Ouais. c'est pas grave. Mhm. Un peu vos rôles respectifs, et puis après, je veux bien que tu répondes à Ouais, la ça question. marche. Peut-être commencer par le commencement. Parce que moi, je suis dans la. Ouais, donc, de mon côté, c'est de l'acquisition client Ok. externe, principalement. Donc, du coup, ça passe d'abord par là, puis ensuite par Alex. Donc, acquisition client. Ensuite, toi, tu t'occupes de tout ce qui est contrat, etc. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un peu couteau suisse, quoi. Je suis un peu dans l'ombre, donc je fais de la relation client, je gère les contrats. Je suis aussi au niveau opérationnel, au niveau du sourcing. Donc, c'est vrai que quand les consultants ont commencé leur mission, il y a un moment donné, soit en début de mission ou quelques mois après, ou lorsqu'ils ont bien pris leur repère dans la mission, bah, moi, j'interviens pour faire des recherches avec eux. Donc, c'est du peer sourcing, hein, on appelle ça. Et puis, je trouve ça hyper intéressant parce que je suis un peu... je sais pas, je suis un peu comme un shot gingembre, citron, miel, tu vois. J'essaie de redonner du boost dans la. J'essaie de redonner J'ai du mal au début à comprendre le Je handicap. sais pas trop où t'allais en venir. Voilà. Ok. Non, mais il fallait que je le sorte celui-là. J'étais dans le train, je me dis je le sors. Et du coup, ça redonne une impulsion dans la recherche, tu vois. Par exemple, Ok. on avait un consultant qui nous disait, il était sur une chasse qui était importante pour nous, et il me dit ouais, j'ai fait le tour là de la mission et d'ailleurs le client a un candidat du réseau. Alors, je fais non, on peut pas accepter ça, quoi. J'ai fait écoute, on prend 30 minutes, on fait du sourcing ensemble, quoi, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des trucs qu'il n'avait pas fait. Et donc, on a refait des recherches ensemble. Et là, du coup, il a eu un pool de candidats plus large. Et il m'a dit, ouais, effectivement, j'avais pas vu. Donc, du coup, il les a contactés. Je sais pas, il y en avait peut-être une trentaine de plus, tu vois, par rapport à son pool initial. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est Enfin. déjà pas mal. Ouais. Et là, il fait 2-3 précales, il présente une candidate, c'est celle qui est prise, quoi. Tu vois. Trop bien. Je m'en suis un peu mordu les doigts parce que je me suis dit, j'aurais dû être proactif. J'aurais dû lui demander avant au lieu qu'il vienne en me disant, bah, c'est mort. Ah, je lui dis, non, tu vois, donc c'est ça que j'aime bien, le petit shot. Tu vois, comme je disais, c'est le truc qui va venir un peu redonner du boost à la mission parce qu'on a vite fait de s'enliser, tu vois. On fait des recherches, on a fait le tour du marché et puis il n'y a pas de retour, etc.
Donc le consultant, il peut être un peu dans une zone où il se dit ouais, on va pas y arriver, je vais attendre les retours, on va voir, etc. Je relance, mais ça donne rien. Donc j'aime bien arriver comme ça. C'est pour ça qu'Alex est dans l'avant-vente aussi avec moi, puisque c'est lui qui on fait pas le mal de sourcing. calls. En fait, la partie acquisition, Alex est un peu entre nous deux finalement. Et une fois que ça passe d'Alex, du coup on passe à Sophie. C'est ça. Donc tu parlais de rebooster, mais c'est exactement ce que je fais. En plus de toi, tes sessions de sourcing. Mais du coup, oui, c'est tout ce qui a trait à la production de la mission. C'est dans mon giron. C'est-à-dire que ça peut aller de juste faire un check du moral des troupes pour voir comment ça va. Voir si le consultant se plaît bien dans la mission, s'il a l'impression de bien comprendre les profils qu'il doit recruter. Est-ce qu'il a besoin de nous sur n'importe quoi, des conseils organisationnels, des conseils auprès des managers, vraiment tout. C'est tout ce qui a trait à son quotidien de recruteur. Il me le partage. Moi, j'essaie aussi de mieux comprendre son environnement, son contexte, pour moi aussi lui faire part de mes anciennes expériences, lui dire j'ai des cas concrets parfois où tu as des consultants qui me disent là, mon manager, il répond plus. Je lui ai envoyé un profil, il répond plus, ça avance pas, c'est en stand-by. Ok. Moi, quand j'étais chez General Electric, je faisais comme ci, comme ça. Ce cas de figure, je l'ai déjà vécu. Je pense qu'on peut essayer de contourner en faisant ci. Ça peut être aussi des managers qui disent qui veulent pas voir toute la shortlist de candidats. Qui disent moi, j'en vois un après un, enfin, l'un après l'autre. Grosse erreur, on perd un temps fou. Les candidats en plus que la consultante a qualifié, ils vont sortir du process parce que c'est trop long. Donc en fait, moi, en étant hyper proche des missions et de leur quotidien, je peux en amont déceler les potentielles problématiques qui vont... les alertes. T'es facilitatrice au final, en continu. En fait, je fais que ça, c'est relever les potentielles alertes et leur dire, attention, est-ce que tu as bien pensé à ça, à ci ? Est-ce qu'on ferait pas ça plutôt comme ci ? Moi, je te conseille plutôt de faire ça. Vraiment en brainstorming, tu vois. Est-ce que tu interviens si, par exemple, tu disais il veut pas voir tous les candidats, enfin, il veut voir les candidats, mais les uns après les autres. Est-ce que toi, tu interviens auprès du client ou est-ce que... Auprès du client, non. Moi, j'ai vraiment un rôle de conseil auprès du consultant. Alors, j'ai aussi... moi, j'ai tous les clients avec Alex une fois par mois pour voir comment ça se passe. Mais là, tu en profites pour ces sujets. Là, j'en profite pour relever potentiellement les alertes. Alors, ça se trouve, des fois, elles sont déjà clôturées et tout se passe bien. Ou nous, on en profite juste pour mettre un peu en exergue des potentiels problèmes. Donc, mais non, 95% du temps, je suis là juste pour conseiller, essayer de débloquer des situations et juste avoir un échange du quotidien. Parce que quand tu es freelance dans ton coin, en remote, tu as aussi besoin de sentir que tu as une équipe qui est avec toi, d'avoir du lien social, d'avoir... plein de choses en fait, et même moi en fait ça me fait du bien. Moi c'est un rôle qui me fait vachement bien. Je profite de l'instant quand même, c'est super important. Et pour un client c'est du luxe. Je sais pas si tu imagines, un cab, tu donnes un besoin à un cab, encore une balle perdue pour les cabs, il te drop du CV sans qualif sur ton mail. Là tu as quelqu'un qui est dédié 100%, qui aide ton consultant. C'est clair. Donc c'est là où c'est du luxe. Pour avoir 2 personnes en face de toi, plus deux et demi avec Alex finalement qui fait sur session à côté. Donc c'est pour moi vraiment l'atout de la société aujourd'hui, c'est qu'on est 100% derrière et que chaque ressource est dédiée. Et ça, c'est l'image du luxe pour moi. Mais ça, on s'en rendait pas compte, c'est-à-dire que nous, on l'a fait très naturellement au départ avec Alex, ce travail-là. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment votre valeur unique. Ça, on s'en est rendu compte quand on a commencé à envoyer des questionnaires de satisfaction. Où en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper valorisé, que c'était... Et là, on s'est dit, en fait, ce qu'on fait naturellement, ce qui est pour nous la définition d'une mission de qualité, en fait, c'est hyper reconnu. Ça s'appelle un moonshot psychologique. Tu savais ? Non. Un moonshot ? En fait, il y a un gars, d'ailleurs, Steven Bartlett, qui est juste là. Dans son livre, il définit ça. Il parle du moonshot psychologique et qui est en fait le petit truc psychologique que les clients ne voient pas tout de suite. Mais quand il est actif, un jour, ils décliquent et se disent, mais en fait, ça, c'est le truc qui fait toute la diff. Et qui, en fait, est constaté inconsciemment par le client. Mais c'est le jour où,
je sais pas, pour X raisons, ils vont plus l'avoir parce qu'ils ont changé de cabinet, par exemple, qui vont se rendre compte, tu vois, que c'était hyper... Enfin, le but, c'est pas ça. Le but, évidemment, c'est que pendant qu'ils sont avec vous, ils s'en rendent compte. Mais parfois, ça arrive que ce soit après. Et c'est ce moonshot psychologique qui te garantit dans le temps, tu vois, d'avoir de la récurrence, en gros, qui te lie à ton client et qui t'aide à avoir de la récurrence. Ça, c'est dans tous les... Donc c'est un nom. Tout ce qui est accompagnement, ouais. Ok. Mais j'en profite parce que je trouvais ça intéressant de le dire. Je ne vous l'ai jamais dit. Ouais. Et l'une des questions dans mon accompagnement, l'un des trucs qu'on travaille, c'est ça justement, le moonshot psychologique. Et là, tu viens de le soulever. D'accord. Donc je me suis dit, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu vois, le moonshot psychologique est là dans la capacité que vous avez à accompagner. Et ce que toi, tu fais du coup, c'est un renfort de moonshot psychologique puisque tu as des sourcing sessions, pardon. Ce qui fait que ça sert le client, mais ça sert aussi ton consultant. Donc c'est un moonshot psychologique plutôt pour le consultant. Toi, ce que tu fais, mais ça sert au client. Donc j'ai eu raison d'utiliser le mot shot. Ouais. Voilà. Et c'est marrant. J'étais dans le vrai. Ouais. Mais complètement pour le consultant aussi. Ça, c'est vrai qu'on l'avait pas vu comme ça, mais le consultant, quand il démarre la collaboration avec nous, il se dit pas « Ah, trop bien, moi, je suis là pour des sessions de sourcing ». Ouais. Par contre, il commence à faire des sessions de sourcing et là, il fait « Ah ouais, c'est stylé quand même. » C'est quand même stylé. Donc, en fait, c'est exactement ça. C'est qu'il s'en rend compte et c'est un élément même différenciant pour le consultant. Ouais. Après, dans le choix de ses missions, nous, on a envie que le consultant retravaille avec nous. En général, si on a bien fait notre qualif et qu'on l'a sélectionné, c'est qu'il y a une raison et que, en général, ça se confirme. On a envie qu'il reste avec nous et qu'il continue à travailler avec nous sur d'autres missions. Donc, on a envie aussi qu'il y voit une valeur ajoutée à travailler avec la draft. Donc, complètement. Jusqu'à maintenant, c'est un peu de l'expérience collaborateur, en fait, si tu réfléchis. Ouais. Puis on a eu de la chance parce qu'à chaque fois qu'on avait qualifié un A-player, si je puis dire, je pense qu'on l'a voulu tellement fort que l'univers nous entendait. On s'est dit, lui, on veut bosser avec lui ou on veut bosser avec elle. Ouais. Et je te jure, ça se faisait à chaque fois. Ouais. À chaque fois, il y avait une mission qui tombait et qui disait j'ai besoin de quelqu'un. Puis j'appelle Jérôme, Sophia, je fais c'est bon là, c'est sa mission. Ouais, c'est les planètes s'alignent. C'est un truc de fou. Donc, ça part de la conscience pro, je pense, parce qu'il y a eu un premier consultant finalement. Ouais. Et ce premier-là, on a tous décidé de l'aider. En fait, et c'est simplement parce que nous, on se voyait pas du tout avoir quelqu'un qui nage en fait, et on sait pas ce qu'il fait, où il est. Donc c'est simplement qu'on l'a jamais vu comme ça en fait. C'est pour ça qu'on parle pas de placement en fait. C'est des partenaires en fait avec lesquels on travaille. Des collaborateurs, quasi, en fait. C'est clair. Mais c'est important. Ça part de là. Je vois pas du tout Alex me dire bon, lui, on l'envoie. Et puis, on se parle en 3 mois pour la prolonger. On travaille pas dans le consulting. On fait pas de l'ESN technique. Mais tu as raison, ça part de la conscience pro. Ouais, Est-ce que tu te verrais quelqu'un avoir avec toi dans ta société et quelque part ne pas du tout savoir ce qu'il fait et encore pire, ne pas pouvoir remonter au client les infos et ne pas pouvoir redescendre au consultant les infos du client. Parce que mensuellement aussi, le client dit il est trop, elle est trop, chose à corriger. Donc on le redescend. Donc on le sert aussi. Si tu imagines, le taf, en fait, il va dans les deux sens. Ouais. Et là, c'est là où pour moi c'est du luxe. En fait. On aide tout le monde. Mais c'est vrai qu'on s'est jamais vu ne pas le faire. Voilà, je pense. Ok. Je crois qu'il y avait une question, mais qu'on a oublié. On l'a passé. Ouais, tu parlais un peu de lâcher prise, en fait, en préparation du podcast. Pourquoi est-ce que tu as senti que tu étais trop dans le contrôle à des moments ou... Ça, c'est l'histoire de ma vie, là. Lâcher prise. Non. Ça fait partie de... on le répète toujours avec Jérôme, le boulot de Sophia. Je pourrais pas le faire. Je ne le referai pas. Moi, je pourrais pas. Clairement. Mais du coup, ce rôle-là, effectivement, tu lâches pas prise dans ce rôle-là. Alors oui, au fur et à mesure des années, quand même, on est dans notre 5e année. Donc oui, il y a des cas de figure que tu connais. Donc où tu es un peu plus chill. Mais ouais, si je reviens en 2020-2021, clairement, le lâcher-prise ne faisait pas partie de mon vocabulaire. C'est pas possible parce que mon rôle, c'est justement d'aller dans le fond des choses, en fait. C'est pas de dire ça va, tout va bien, oui, ok, bon bah vas-y, next, je vais voir si ça va bien de l'autre côté. Non, c'est ça va bien, ok, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as l'impression que ce que tu fais apporte vraiment une valeur, est-ce que tu as l'impression de le faire de la meilleure façon possible, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que le manager, tu m'as parlé d'un manager qui était un peu compliqué, est-ce que tu as réussi à l'avoir au téléphone, en fait, c'est vachement, je suis obligée d'être hyper dans le détail. Donc ça va. Ça va pas avec le lâcher prise. Donc oui, un peu plus de lâcher prise avec les années parce qu'aujourd'hui on a peut-être 90% des cas qui sont déjà connus.
Donc là, c'est un peu plus chill, mais au tout départ, dans la construction de l'expertise, justement RPO, émissions, etc. non, Ouais, et je pouvais dis-toi pas. qu'on formait des consultants sur la mission. Ils connaissaient pas le recrutement, on leur a filé une mission et on Ouais, a dû les former sur pendant la le mission. tas. Donc là, Au tout début. Hein. Ah ouais, tout Là, début, là, tout on début. parle Là, de maintenant, 2020, oui, La oui. première Là, année. on n'est La pas- première année. Donc c'est vrai qu'en charge mentale, c'était Ouais. hyper lourd parce que le De toute recrutement, façon, mais c'est. vous étiez en renfort à ce moment-là, donc d'une certaine Ouais. façon. Vous le Ouais. faisiez au tout début, mais vous étiez là au Ouais, final. Donc, c'est ça. c'est comme s'il y avait 3 consultants au final, Exactement. Voilà. dans le... Ouais, C'est ouais, exactement ouais. ça. Oui. Carrément, carrément. Donc Ouais. ouais, c'était une période, c'était sport quoi. Donc on pouvait pas dire lâche prise. Ouais, t'inquiète. c'était pas possible. La première année, c'était Pas pas possible. possible. Et avec Alex, on ne lui disait pas de lâcher prise, forcément. Ouais. Reste accroché. Accroche-toi, Sophia, accroche-toi. Tu vois l'arbre là-haut. Lâche pas. Tiens-le, quoi. Ok, non mais c'est hyper intéressant, c'est trop bien, ça me fait rebond sur la suite. Du coup là vous êtes plutôt dans une phase où ça va, vous avez posé un modèle qui a une structure on va dire, il y a une communauté etc, c'est un modèle qui marche. Du coup aujourd'hui c'est quoi les défis pour vous qui vous empêchent, mais quels défis vous adressez on va dire aujourd'hui pour aller plus vite et puis comment vous comptez justement aller plus vite tout simplement. C'est quoi en gros la suite de l'histoire? Bah écoute, déjà pour l'ADRA, plus de clients. Déjà. Ouais. Donc ça, je pense que c'est le quotidien de beaucoup de sociétés. Et après, c'est aussi là, parce que le fait d'être avec toi aujourd'hui, on déclenche quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que les gens nous entendent. Je pense que c'est la première fois qu'ils nous entendent et ils ne nous entendaient pas. On entendait parler de nous, bouche à oreille, etc. Mais on était tellement la tête dans le guidon avec nos consultants à faire nos shows. On a des journées bien, bien remplies. Mais on s'est dit à un moment donné, et sous l'impulsion de certains clients et de nos consultants, ils nous ont dit, vous avez des choses à dire. Donc l'idée, c'est d'être un petit peu plus présent et de leur expliquer ce que l'on fait. Et puis il y a aussi cet impact de notre métier dans l'industrie, comme on te l'a dit au début. Donc on veut être plus présent sur ce sujet, faire comprendre aux auditeurs, aux clients, aux consultants, etc., qu'on est une société à impact. Hein. On veut impacter, on veut faire de la croissance pour notre pays et ça passe par notre expertise et pas que, mais pour nous, oui. Et puis voilà, l'aventure commence et puis communiquer, quoi. Faire plus de présence. Ouais. Ce que j'allais dire, hein, c'est que on n'est pas très com. Ouais, pourquoi on n'est pas très com? C'est Parce pas une qu'en force. fait, on n'aime pas trop parler de nous. Donc on est un peu dans l'ombre et souvent c'est rigolo parce qu'on se retrouve dans des listings parfois de communautés, de cabs et on ne sait même pas comment les gens nous ont connus. Okay. Et parfois je reçois aussi, alors on a comme toutes les sociétés une adresse générique sur laquelle on reçoit des candidatures en fait, de recruteurs. Et on voit qu'ils ont presque nos mots et qu'en fait ils nous connaissent. Et quand on fait le premier entretien, ils nous disent je vous connais, en fait, faites ça. Donc on sait même pas comment les gens savent ce qu'on fait. Mais oui, on a l'impulsion de beaucoup de clients et autres, on s'est dit qu'on allait communiquer. Ça, c'est, je dirais, notre grand défi de cette année. Et après, comme disait Alex, hein, d'autres projets aussi qui pourraient naître dans l'industrie parce que encore plus d'actualité aujourd'hui, je dirais. Ouais. Donc, impact, gros impact, pour le coup. Donc, on réfléchit aussi à d'autres choses, même si le recrutement reste notre cœur métier. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? En fait, ça va très bien dans ce que tu disais, Alex. En perso, tu disais il y a eu plusieurs phases en fait dans la draft. Il y a eu une phase un peu justement d'exploration, de découverte du modèle RPO. Il y a eu une phase avant la phase de confirmation. Tu avais employé un autre mot, je crois. Tu avais dit qu'il y avait eu 3 phases. En gros de découverte, confirmation et puis consolidation, après consolidation. Voilà. Découverte, consolidation et confirmation. On est passé sur toutes ces phases-là et donc maintenant on se dit ça fonctionne trop bien, les clients prolongent avec nous, nos consultants sont ravis de bosser avec nous, on peut aller aider d'autres acteurs. Et du coup, pour aller aider d'autres acteurs, ça passe aussi par nous faire connaître, sortir de l'ombre, d'où les actions d'aujourd'hui. Ok. Mais avant, on était focalisé plus sur ces phases-là. C'est vrai. Je repense à quelque chose, mais c'est vrai qu'on parlait de prise de rêve tout à l'heure. Moi, je faisais de la prise de rêve inversée. Je disais aux candidats, si tu veux appeler quelqu'un de chez nous, tu peux. Et parce qu'en fait, on ne nous connaissait pas le modèle, donc on devait aussi jouer ce jeu-là, quoi.
Ok. Complètement. Et puis on n'orientait pas. Hein. Non. On disait pas appelle un tel. Non, mais- On disait tu vas sur LinkedIn, tu tapes la draft, tu as tous ceux qui sont avec nous, tu prends celui que tu veux. Quoi. Tu vois. C'est compliqué quand tu ne communiques pas, comme nous. Hein. Ouais. Dialex, ça va être la première fois qu'on nous entend parler. Certains, alors qu'on est sur leur réseau depuis des années. Donc c'est assez particulier. Et quand tu n'es pas connu quelque part, les gens ils ont besoin d'autres accroches aussi. Ouais, complètement. Et puis on communique là pour dire ce qu'on fait, mais à terme, on va communiquer pour nos clients aussi. Je pense que c'est important. Oui. Parce que dans l'industrie, ils ont besoin, ils ne sont pas forcément rodés sur l'exercice aussi. Donc nous, on se rôde pour ensuite Pour Ouais. les leur aider donner aussi un sur coup de ça. main aussi, tu vois. Donc c'est ça, je pense, qui nous a poussé à le faire aussi. Je pense qu'il y a un enjeu dans tous les cas. Pour vous, le levier de croissance, si je comprends bien, votre levier de croissance, on va dire court terme, un peu là, c'est la com, concrètement, sortir de l'ombre. Pour vous, pour vos clients, pour vos candidats aussi, enfin pour vos recruteurs, pardon. Je veux dire. Candidats aussi, Oui. à terme. Oui, du coup, par découlement, oui, pour vos candidats. Ok, Complètement. ok. Écoutez, merci Merci d'être à venu toi. aujourd'hui. Moi, j'ai fait le Bien. tour. Merci. Est-ce que vous Merci. aviez des choses précisément dont vous vouliez parler ou est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, tout simplement? J'aime bien poser cette question qui, pour vous, est hyper important dans l'environnement de la draft et qu'il ne faudrait pas rater. Mais je pense qu'on a fait un tour. Ouais. Oui, Ouais. pour l'instant, oui. Ouais. Oh, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, j'espère que les gens comprendront un peu notre état d'esprit, quoi. Donc, c'est vrai qu'on avait initié des actions de com, mais on n'a pas été très, très constant. Pas rigoureux. Parce C'est que, pas le tribunal. parce que le quotidien, on est happé par notre quotidien, quoi. Ouais. On aime tellement ce qu'on fait, on est avec nos consultants, nos clients, on a chacun nos fonctions distinctes, etc. Et puis on est tous les jours ensemble. Enfin, tu vois, là, je suis super content de les voir, mais on est déjà tous les jours Oui. ensemble, tu vois, en visio, on se parle, on s'appelle, on est toujours en train d'échanger, on essaie de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre petite boutique qu'on adore, qu'on aime tant, tu vois. Et voilà, donc je pense que le meilleur est à venir encore. Tu vois. Ouais. La com, on a essayé de faire un peu tout seul. Ouais. Et c'est là où tu vas nous être du grand aide. Voilà, ça, très clairement, ceux qui écoutent, ne regardez pas l'historique qui a été fait avant. On parle d'un nouveau pied aujourd'hui. Non, mais je pense qu'il y a pour faire un petit. J'en profite, je rebondis un peu sur ce que tu dis. Je t'en prie. Déjà, j'en profite pour vous dire un truc, parce que je vous vois tous les trois en direct. Aujourd'hui, on travaille ensemble, et merci beaucoup, en vrai, de la confiance que vous mettez dans Hypergrowth pour plusieurs raisons. Mais il y a un point pour moi qui est hyper important, et moi, je vais vous dire honnêtement, j'aime bien choisir mes clients aussi. Surtout que ceux que j'accompagne moi personnellement. Dans le sens, ça peut paraître un peu prétentieux, mais c'est plus dans le sens que j'accompagne vraiment des boîtes avec lesquelles je pense qu'on peut faire quelque chose et où il y a vraiment un marché intéressant, pour le coup. Et vous, je trouve que votre position, tout comme le marché en tant que tel, mais la position que vous avez, la vision que vous avez, ce que vous avez envie de créer, etc., a une forme d'originalité et d'opportunité, on va dire, sur le marché. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Et puis surtout, j'ai l'impression que la com, c'est juste enfin, en tout cas selon moi, puisque du coup, c'est avec moi que vous bossez un peu votre stratégie. La com, c'est un peu, tout à l'heure, tu vois, tu disais, il y a la préhistoire, machin, enfin, tu vois, pour moi, c'est un peu le tout début, on va dire. J'ai un peu l'impression qu'on est vraiment au tout début, parce que effectivement, le RPO, et puis de toute façon, ça va se valider un peu dans le temps, mais ça se généralise ici. Enfin, il y a beaucoup d'opportunités, on va dire, autour de ce modèle. Mais j'ai l'impression que vous, sur votre posture, et c'est pour ça que tout ce que vous allez faire va être intéressant en termes de communication, il y a effectivement une opportunité, il y a effectivement un marché, mais il y a une grosse opportunité de visibilité pour les différents acteurs qui le composent, qui finalement sont un peu mis de côté. Donc la com, c'est que la step one, et je pense qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à aller chercher derrière, pour le coup. Non, c'est sûr. C'est pour ça que c'est bien que vous mettiez le levier, c'est bien que vous preniez le pseudo-engagement de dire on va commencer à faire de la com, parce que je pense qu'il y en a clairement besoin. Et puis surtout, il y a beaucoup d'acteurs qui communiquent pas forcément de la meilleure manière, je trouve. Alors non pas sur l'industrie, mais globalement dans les RH, recrutement, etc. Je trouve qu'il y a un peu de tout aujourd'hui. Et voilà, c'est bien qu'on fasse quelque chose de carré. C'est la première strate, c'est-à-dire qu'on parle de nous là. Il faut parler de nous à un moment donné. Mais le but, c'est vraiment de parler de nos clients par la suite et de les mettre en valeur. Et de montrer ce qui se fait, C'est ça. Et de leur permettre de recruter encore mieux et encore plus vite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, trop bien. Exactement. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Kylian. Et puis on refera un épisode l'année prochaine avec une mise à jour. Yes. Ça, C'est bon. Ça roule. trop bien. Merci beaucoup. À plus. Merci.